L'appartement du 7e arrondissement était plongé dans un silence de cathédrale. Dehors, la tour Eiffel scintillait, indifférente à la solitude qui régnait à l'intérieur. Clémence Ruel était assise à la grande table en marbre, dressée pour deux. Les bougies s'étaient consumées depuis longtemps, laissant couler des larmes de cire sur la nappe en lin immaculé. Dans les assiettes de porcelaine fine, le dîner avait refroidi. C'était aujourd'hui, leurs 10 ans, une décennie entière. De ses 19 ans à ses 29 ans, Clémence avait tout donné à cet amour. Elle se souvenait encore de leur premier studio sous les toits, où ils mangeaient des pâtes en riant, parce qu'ils n'avaient pas de quoi s'offrir du vin. Aujourd'hui, la cave à vin était remplie de grands crus, mais la chaise en face d'elle restait désespérément vide. Elle posa son regard sur son téléphone. L'écran noir semblait la narguer. Il était 23h45. Louis n'avait pas appelé. Pas un message, pas une excuse. Machinalement, elle déverrouilla l'écran. La lumière bleue éclaira son visage pâle, où aucune larme ne coulait. Elle avait passé l'âge de pleurer pour des retards. Ses doigts glissèrent sur l'icône d'Instagram. L'habitude, ce poison doux. Et soudain, le monde s'arrêta. Une notification apparut. Élodie Marceau a ajouté une nouvelle vidéo. Élodie, l'assistante. 22 ans, ambitieuse et d'une beauté agressive qui réclamait l'attention de tous. Clémence sentit un froid glacial lui enserrer la poitrine, mais elle ne détourna pas les yeux. Elle appuya sur la vidéo. La musique d'ambiance, un jazz sensuel, remplit le silence de la pièce. L'image était floue, baignée d'une lumière dorée et tamisée. On devinait une chambre d'hôtel de luxe, probablement à Nice. Au premier plan, Élodie riait, une coupe de champagne à la main, les joues rosies par l'ivresse. « Devinez avec qui je découvre le monde » chuchotait-elle à la caméra. Puis, l'objectif pivota, et il était là, Louis. Il était de dos, mais Clémence aurait reconnu cette silhouette entre mille. Il était en train de retirer sa chemise blanche, celle-là même qu'elle avait repassée avec soin la veille. Sous la lumière tamisée, on voyait ses muscles se tendre. Il se tourna légèrement, un sourire détendu aux lèvres, un sourire qu'il n'offrait plus à Clémence depuis des années. La légende sous la vidéo était courte, mais elle frappait comme un coup de poignard. Découvrir le monde avec mon mentor. Le jour, il m'apprend le travail. La nuit, il m'apprend la vie. Hi. Clémence reposa le téléphone sur la table, doucement. Elle ne hurla pas. Elle ne brisa pas la vaisselle. Une étrange anesthésie s'empara d'elle. C'était donc ça, à la fin? Pas une explosion, mais un simple clic sur un écran. Avec un calme terrifiant, elle reprit l'appareil. Elle aima la vidéo. Un petit cœur rouge apparut, grotesque. Puis, ses doigts tapèrent d'un commentaire. « Bon courage, j'espère que tu deviendras quelqu'un de bien. » Envoyé. Elle se leva, prit les assiettes pleines et se dirigea vers la cuisine pour jeter ce festin inutile à la poubelle. C'est à ce moment précis que le téléphone sonna enfin. L'écran affichait « Louis ». Elle attendit, une sonnerie, 2 sonneries, 3. Elle décrocha, portant le téléphone à son oreille sans dire un mot. « Clémence, ça va pas la tête ?» La voix de Louis, forte et irritée, brisa le calme de la cuisine. Pas de bonsoir, pas de joyeux anniversaire, juste de la colère. Pourquoi tu parles sur ce ton sarcastique dans ton commentaire? Tout le bureau va le voir. Clémence répondit d'une voix blanche. C'est le but, non? Élodie a posté ça en public. Élodie pleure déjà, s'emporta Louis. Elle est effondrée. Elle dit que tu l'as humiliée. C'est juste une gamine, Clémence. Une stagiaire. C'était une blague, une légende stupide sur Instagram. Il faut vraiment que tu réagisses comme ça? Tu es devenue tellement lourde. Chaque mot était un coup de marteau brisant les dernières chaînes qui la retenaient. Tu as fini? Demanda-t-elle simplement. Non, je n'ai pas fini. Je travaille comme un chien pour notre avenir, pour payer cet appartement. Et toi, tu fais des drames pour une vidéo de 10 secondes? Tu devrais me soutenir. Clémence ferma les yeux. Elle revit le Louis d'il y a 10 ans, celui qui jurait qu'elle était sa reine. Cet homme était mort. On rompt, dit-elle. Un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Puis, un rire nerveux. Pardon, tu romps? Pour ça? Pour une simple vidéo? Exactement. Clémence, arrête ton cinéma, soupira Louis, sa voix redevenant condescendante. En 6 mois, c'est la 3e fois. Tu ne crains pas que cette fois, je te prenne au mot? Écoute, je sais ce qui se passe. Tu vas avoir 30 ans, tu paniques, tu as peur que je te remplace par plus jeune. Mais comprends bien, Élodie ne signifie rien. Je suis un homme de principe. Il marqua une pause, pensant avoir gagné. Alors que veux-tu cette fois? La dernière fois, c'était la voiture. Là, tu veux quoi? Qu'on fixe une date? D'accord. Rentre sagement, attends-moi et on se marie à Noël. Ça te va? Clémence sourit tristement face à la fenêtre. Il pensait que c'était une négociation. Il pensait qu'elle cherchait à augmenter sa valeur marchande. Elle ne répondit pas. Elle raccrocha simplement. Et pour la première fois de sa vie, elle éteignit son téléphone. Les jours qui suivirent furent étranges.
Clémence vivait dans l'appartement comme un fantôme. Louis était toujours en déplacement, bombardant sa messagerie de textes tantôt mielleux, tantôt agressifs, auxquels elle ne répondait jamais. Elle commença à trier. Elle ne fit pas ses valises dans la précipitation. Elle le fit avec méthode, comme on procède à l'autopsie d'une vie commune. Elle ouvrit le grand dressing. D'un côté, les costumes de luxe de Louis, alignés comme des soldats. De l'autre, ses vêtements à elle, plus modestes. Elle prit un grand sac poubelle. Elle y jeta la robe rouge qu'il lui avait offerte pour un gala, celle qu'elle détestait, car elle était trop décolletée. Elle y jeta les chaussures à talons vertigineux qu'il l'obligeaient à porter pour faire honneur à son statut. Elle ne garda que l'essentiel, ses vieux pulls, ses livres, ses dossiers de travail. Elle n'emporta aucun bijou de valeur, aucune des excuses brillantes que Louis lui avait offertes au fil des années après chaque trahison. Un après-midi, en fouillant au fond d'un tiroir, sa main rencontra un dossier médical cartonné. Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Service de traumatologie. Elle s'assit sur la moquette épaisse et l'ouvrit. La radiographie de sa main droite apparut. L'auriculaire, le petit doigt, était brisé en plusieurs morceaux. Le souvenir revint, violent. Il y a 5 ans. Une nuit de pluie. Louis, ivre de joie et d'alcool après une victoire au tribunal, titubant sur le trottoir. Le camion qui arrivait trop vite. Elle s'était jetée. Elle l'avait poussé. Louis avait roulé en sécurité sur le trottoir. Mais la main de Clémence était restée 1 seconde de trop sur la chaussée. Le bruit sec des os broyés. La douleur aveuglante. Et Louis pleurant à genoux sous la pluie, jurant qu'il lui devait la vie, qu'il l'aimerait jusqu'à la mort, que cette main blessée était la plus belle chose au monde. Clémence regarda sa main aujourd'hui. Le petit doigt était resté tordu, l'os mal resoudé formant une petite bosse disgracieuse. Quand le temps était humide comme aujourd'hui, il la lançait d'une douleur sourde. Louis avait oublié cette promesse. Il avait oublié la dette. Elle referma le dossier et le glissa dans sa valise. Ce n'était pas un souvenir, c'était une preuve. Une preuve qu'elle avait déjà payé le prix fort pour cet amour. Elle s'approcha de son ordinateur et ouvrit sa boîte mail. Une réponse l'attendait. « Chère Madame Ruel, les éditions Lumière à Lyon seraient ravies de vous rencontrer pour le poste de directrice éditoriale. » Lyon, sa ville natale, la ville que Louis méprisait, la qualifiant de provinciale et ennuyeuse. Clémence répondit immédiatement pour confirmer l'entretien. Elle n'avait pas seulement prévu de partir de l'appartement. Elle avait prévu de disparaître de sa vie. Le 14e jour, la clé tourna dans la serrure. Clémence était assise sur le canapé, un livre à la main qu'elle ne lisait pas. L'appartement était propre, trop propre. Il ressemblait à une chambre d'hôtel avant l'arrivée des clients. La porte s'ouvrit et Louis entra, traînant ses valises de luxe. Il portait un long manteau beige, l'air fatigué mais triomphant. Il avait l'aura de celui qui revient de la chasse avec le gibier. « Chérie, je suis rentrée. » Il attendit. D'habitude, Clémence courait dans le couloir pour l'enlacer. Aujourd'hui, rien. Il avança dans le salon, les bras ouverts, un sourire confiant aux lèvres. « Alors, tu ne viens pas embrasser ton guerrier ? On a signé le contrat, c'est fait. » Clémence leva les yeux. Elle ne bougea pas. « Bonjour Louis. » Il baissa les bras, son sourire se figeant légèrement. « D'accord. On joue toujours à la Reine des Glaces. Message reçu. » Il jeta son écharpe sur un fauteuil et soupira bruyamment, se massant les tempes. « J'ai une migraine épouvantable. L'avion, le champagne. Clémence, tu as préparé du thé pour moi ?» Ma gorge est en feu. C'était le test, le rituel. L'infirmière devait entrer en scène. Clémence le regarda droit dans les yeux. La bouilloire est sur le plan de travail. Le thé est dans le placard. Louis cligna des yeux comme s'il n'avait pas compris la langue qu'elle parlait. « Pardon ? Tu ne l'as pas fait ? Je n'ai pas eu le temps. Tu te fous de moi ?» explosa-t-il, la fatigue laissant place à la colère. « Je rentre après 2 semaines d'enfer pour payer ton confort. Et tu me dis de faire mon thé moi-même ? C'est ça ton accueil ? Tu as 2 mains, Louis. Serre-toi. » Il la foudroya du regard, marmonnant des insultes sur son ingratitude, et partit fracasser des tasses dans la cuisine. Il faisait du bruit pour exister, pour qu'elle vienne s'excuser. Mais Clémence resta immobile. Elle savait que ce n'était que le début. Le soir même, Louis tenta une approche différente. La séduction par l'argent. Il revint dans le salon après sa douche, sentant le parfum coûteux, un petit écrin à la main. Il avait décidé d'ignorer l'attention, persuadé qu'un cadeau réglerait tout. C'était sa méthode. Quand quelque chose est cassé, on le recouvre d'or. « Pour notre anniversaire, dit-il en posant la boîte sur la table basse. « Ouvre, c'est magnifique. » Clémence prit la boîte. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, pas de bague de fiançailles. C'était une chevalière, massive, en or rose, très moderne, un bijou de mode, pas un bijou d'amour. « C'est la dernière tendance, » expliqua Louis avec fierté. « Le pinky ring.
Ça se porte à l'auriculaire, c'est Élodie qui m'a aidé à choisir. Elle a dit que ça irait parfaitement avec tes mains fines. » Clémence sentit un rire amer monter dans sa gorge. Il avait laissé sa maîtresse choisir le cadeau de sa femme. Et pire encore, « Tu veux que je la mette ?» demanda-t-elle doucement. « Bien sûr, et c'est là. » Elle tendit sa main droite. Elle écarta les doigts. Louis prit la bague, confiant. Il commença à l'enfiler sur le petit doigt de Clémence. L'anneau passa la première phalange, puis il bloqua. Il buta contre l'os déformé, la bosse dure laissée par l'accident. Louis fronça les sourcils. Il força un peu. « C'est serré. Tu as les doigts gonflés ?» Il força encore. Le métal écrasait la chair sensible. La douleur était vive, mais Clémence ne grimaça pas. Elle le regardait faire. Elle voulait qu'il voie. « Ça ne passe pas, Louis. » Il s'arrêta enfin. Il regarda le doigt, vraiment. Il vit la cicatrice blanche. Il vit l'angle non naturel de l'os. Il lâcha la main de Clémence comme si elle était brûlante. Son visage devint pâle. « Ton doigt, » bégaya-t-il. « Il est cassé, Louis. Depuis 5 ans. Depuis le camion. Tu as oublié ?» Le silence qui tomba dans la pièce fut assourdissant. Louis chercha une excuse, balbutia quelque chose sur la fatigue, sur le fait qu'il ne regardait pas les détails. « Un détail, » répéta Clémence. « Oui, ma main est un détail. Comme moi. » Elle retira la bague coincée et la posa sur la table. Le petit tintement du métal sonna comme le glas de leur histoire. « Tu as oublié que je t'ai sauvé la vie, Louis. Alors ne t'étonne pas si aujourd'hui, je décide de sauver la mienne. » Le silence lourd qui avait suivi l'incident de la bague fut brisé net par le trill strident de la sonnette. Dring. Louis sursauta, comme un animal pris au piège, qui voit soudain une porte de sortie s'ouvrir. Il jeta un coup d'œil vers la porte d'entrée, puis vers Clémence qui était toujours assise, la chevalière trop petite posée devant elle comme une accusation muette. Un immense soulagement inonda le visage de Louis. Le public était là, les témoins. Il était sauvé. Il n'avait plus besoin d'affronter le regard vide de sa femme. Il pouvait remettre son masque d'homme du monde. « Ce sont eux, » dit-il précipitamment, se levant pour ajuster sa veste. « Clémence, s'il te plaît. Pas de scène devant les amis. On réglera cette histoire de bague plus tard. Sois correct. Correct. » Ce mot, il l'avait utilisé tant de fois pour la modeler, pour lisser ses aspérités, pour la faire entrer dans le moule de la compagne idéale d'avocat. Clémence ne répondit pas. Elle prit la bague dans sa main, sentant le métal froid mordre sa paume, mais elle ne la remit pas dans son écrin. Elle se leva, lissa les plis invisibles de sa robe noire et composa un visage de marbre. Elle aussi, elle avait un rôle à jouer ce soir. Ce serait sa dernière performance. Louis ouvrit la porte et le bruit du monde extérieur s'engouffra dans l'appartement. Des rires forts, l'odeur de cigarettes froides imprégnée dans les manteaux et des effluves de parfums mélangés. Julien et Marc, les collègues de Louis, entrèrent comme s'ils conquéraient un territoire, brandissant des bouteilles de champagne comme des trophées. « Joyeux anniversaire les amoureux !» hurla Julien, déjà un peu éméché. « Alors, 10 ans, c'est de la prison ferme à ce stade, non ?» Ils tapèrent dans le dos de Louis, riant de leurs blagues sexistes, ignorant la tension électrique qui saturait l'air. Et puis, derrière eux, elle apparut. Élodie Marceau, en chair et en os, elle était encore plus jeune que sur la vidéo. 22 ans, une peau éclatante qui semblait narguer la fatigue de Clémence. Elle portait une robe argentée, très courte, scintillante sous les lumières du lustre. Elle tenait une pochette de dossier contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire, prétextant une urgence professionnelle pour s'inviter dans l'intimité du couple. « Bonsoir, monsieur Delacroix » minauda-t-elle avec une voix haut perchée. « Pardon de déranger si tard, j'ai apporté les contrats. » Ses yeux, cependant, ne regardaient pas les contrats. Il scannait l'appartement avec une curiosité prédatrice, s'attardant sur les meubles, les tableaux et finalement sur Clémence. Il y avait dans son regard une lueur de défi, celle de la favorite qui vient jauger la reine déchue. Louis s'écarta pour la laisser entrer, son corps se tournant instinctivement vers elle, comme un tournesol vers le soleil. « Entrez, entrez, faites comme chez vous. Champagne ?» Ils envahirent le salon. L'espace sacré de Clémence fut violé en quelques secondes. Marc jeta sa veste sur le canapé où elle avait pleuré en silence la veille. Julien posa son verre humide sur la table en bois verni sans utiliser de sous-verre. Clémence se tenait près de la fenêtre, spectrale. Julien la remarqua enfin. « Ah, la maîtresse de maison, Clémence, tu es ravissante. 10 ans et pas une ride. Quel est ton secret? C'est Louis qui te conserve dans le formol ?» Il éclata d'un rire gras et vint lui faire une bise humide. Clémence se laissa faire, rigide comme une statue. « Bonsoir Julien. » Puis, Élodie s'approcha.
Le bruit de ses talons aiguilles et claquant sur le parquet résonna comme un conte à rebours. Elle s'arrêta à 1 mètre, toisant Clémence de haut en bas, jugeant sa robe simple, son absence de maquillage outrancier. « Bonsoir, madame, dit-elle avec un sourire carnassier. Encore toutes mes félicitations. 10 ans, c'est admirable, vraiment. Je ne sais pas comment vous faites pour entretenir la flamme si longtemps. Moi, je me lasse si vite. » La pique était lancée avec une précision chirurgicale. « Je me lasse si vite. » Sous-entendu, votre mari est excitant pour moi parce qu'il est nouveau, mais vous, vous êtes l'ennui. Clémence la regarda droit dans les yeux. Elle ne ressentit aucune jalousie, juste une immense pitié pour cette fille qui croyait gagner un prix alors qu'elle récupérait un fardeau. « Le secret, mademoiselle Marceau, répondit Clémence d'une voix douce, c'est de savoir fermer les yeux, jusqu'au jour où on décide de les ouvrir. » Élodie cligna des yeux, déstabilisée par cette réponse énigmatique, mais elle se reprit vite en voyant la bague sur la table. « Oh, le cadeau, Louis vous l'a donné? Elle est magnifique, non? J'ai passé des heures à chercher le modèle parfait. Je voulais quelque chose de moderne pour rajeunir le style. »« Elle ne va pas, coupa Clémence. »« Ah bon ?» s'étonna faussement Élodie. « Pourtant c'est une taille standard. J'ai les mêmes mains que vous. Enfin, peut-être que vos doigts sont un peu plus épais avec l'âge ?» Louis, qui servait le champagne, se figea, une bouteille en suspens. Il pria intérieurement pour que Clémence ne dise rien, pour qu'elle ne raconte pas l'histoire du camion devant tout le monde. Il la supplia du regard. « Tais-toi, ne gâche pas la soirée. » Clémence intercepta ce regard de panique. Elle avait le pouvoir de le détruire maintenant, de dire « Non, c'est parce que j'ai sauvé la vie de ton amant et qu'il a oublié. » Tout le monde se tairait, l'ambiance serait glaciale, mais Clémence ne voulait pas de scandale. Le scandale, c'est du bruit. Elle voulait du silence. Elle voulait partir avec dignité, pas dans une dispute de chiffonnier. Elle sourit à Élodie, un sourire qui ne montait pas jusqu'aux yeux. « Oui, c'est sûrement l'âge. Vous avez raison. Profitez de votre jeunesse, Élodie. Ça ne dure pas. » Elle tourna les talons. « Je vais chercher des glaçons. » Elle sortit du salon, laissant derrière elle les rires qui reprenaient de plus belle. Dans la cuisine, elle s'appuya contre le frigo, tremblante. Non de peur, mais d'une adrénaline froide. C'était insupportable. Leur présence physique dans son sanctuaire était une profanation. Elle ne pouvait pas attendre le lendemain. Elle devait partir maintenant. Elle sortit son téléphone et ouvrit l'application de la SNCF. Il y avait un train de nuit. Un Intercité. Départ 22h15 de Gare de Lyon. Il restait 2 places. Elle réserva, clic, payer. Le QR code s'afficha. C'était son ticket de sortie. Elle remplit un bol en argent de glaçons. Le bruit de la glace heurtant le métal était net, clair, comme sa décision. Elle retourna au salon, posa les glaçons et annonça d'une voix neutre qu'elle avait une migraine et qu'elle allait se coucher. Louis, trop occupé à rire avec Élodie sur le canapé, leurs genoux se frôlant dangereusement, lui fit un vague signe de la main. « Allez, repose-toi, on fera moins de bruit. » Clémence croisa son regard une dernière fois. Il était rougeaud, débraillé, heureux. Il ne voyait pas que c'était un adieu. « Adieu, Louis, murmura-t-elle, inaudible. Une fois la porte de la chambre refermée à clé, Clémence n'alluma pas la lumière. La lueur des réverbères de la rue filtrait à travers les rideaux, dessinant des ombres longues sur le lit conjugal. Elle ne se mit pas en pyjama. Au contraire, elle enfila un pantalon confortable, des baskets et un long manteau sombre. Elle ouvrit le placard. Sa valise était prête, cachée derrière les manteaux d'hiver depuis 2 jours. Elle n'était pas grande, juste assez pour contenir sa vie. Son ordinateur, ses papiers, quelques vêtements et la petite boîte à bijoux de sa grand-mère. Elle laissa tout ce que Louis lui avait offert. Les sacs de marque, les soies, les bijoux ostentatoires. Tout cela restait ici. C'était le prix de la location de ces 10 années. Elle se dirigea vers le lit. Elle retira son alliance. Un simple anneau d'or blanc qu'ils avaient échangé lors de leur Pax. Elle la posa délicatement sur l'oreiller de Louis. À côté, elle déposa son trousseau de clés. Alliance et clés. Le message était universel. Pas besoin de lettres. Les mots ne servaient plus à rien quand l'écoute avait disparu. Le bruit des rires dans le salon traversait la porte. Elle entendit la voix d'Élodie s'élever, suivie du rire caractéristique de Louis. Ils étaient en train de célébrer, inconscients qu'ils fêtaient sur les ruines d'un mariage. Clémence se dirigea vers la porte-fenêtre qui donnait sur le petit balcon arrière et l'escalier de service. C'était une vieille habitude des immeubles haussmanniens, l'escalier dérobé pour les domestiques. C'est par là qu'elle sortirait, comme une ombre, sans passer par le salon, sans leur donner la satisfaction de la voir partir avec une valise. Elle ouvrit la fenêtre. L'air froid et humide de la nuit parisienne la gifla. Ça faisait du bien, c'était réel. Elle enjamba le rebord, tira sa valise et referma doucement derrière elle.
Elle descendit les 6 étages dans la pénombre. Clac, clac, clac. Le rythme de ses pas sur les marches de bois usées résonnait comme le battement d'un nouveau cœur. Dans la ruelle arrière, il pleuvait. Une pluie fine, pénétrante. Clémence leva la tête vers le ciel gris-orange de la ville. Elle inspira profondément. L'air sentait les poubelles mouillées et les gaz d'échappement. Mais pour elle, c'était l'odeur de la liberté. Elle marcha jusqu'au boulevard et leva la main. Un taxi s'arrêta. « Gare de Lyon, s'il vous plaît. » Dans le taxi, elle ne se retourna pas. La tour Eiffel s'éloignait dans le rétroviseur, phare inutile d'une ville qui ne l'avait jamais vraiment adoptée. Elle arriva à la gare. Le hall immense était presque vide à cette heure tardive. Elle monta dans le train. L'odeur familière des vieux wagons, poussière et moquette, l'accueillit. Elle trouva sa place, un siège côté fenêtre dans un compartiment désert. Alors que le train s'ébranlait, quittant lentement le quai, Clémence sortit son téléphone. Il était 22h45. Elle ouvrit sa galerie photo. 10 000 photos. 10 ans de souvenirs. Louis souriant en Grèce. Louis ouvrant ses cadeaux à Noël. Louis dormant, l'air innocent. Elle appuya sur « Sélectionner tout »,« Supprimer ». Êtes-vous sûr ? Cette action est irréversible. Irréversible. Le mot fit écho en elle. Elle appuya sur « Oui ». L'écran devint vide, plus de passé. Juste un écran noir qui reflétait son propre visage. Ensuite, elle bloqua le numéro de Louis, bloqua celui d'Élodie, bloqua Julien, Marc et tous les témoins de sa vie d'avant. Elle éteignit le téléphone, posa sa tête contre la vitre froide et regarda les lumières de la banlieue défiler. Le rythme hypnotique des roues sur les rails, tchou-tchou, tchou-tchou, la berça. Pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit sans angoisse. Elle partait vers Lyon, vers ses parents, vers elle-même. Le lendemain matin, le soleil frappa brutalement à travers les rideaux mal tirés de la chambre à coucher. L'air était vicié. Une odeur lourde de renfermé, d'alcool évaporé et de sommeil agité stagnait dans la pièce. Louis s'éveilla en gémissant. Sa tête était un chantier de démolition. Il avait la bouche pâteuse, sèche comme du sable. Il ouvrit un œil, grimaçant face à la lumière. Il était encore tout habillé, sa chemise de la veille froide froissée et ouverte, une chaussure encore aux pieds. Il s'était effondré là comme une masse après le départ des invités vers 3 heures du matin. Il tâta le côté gauche du lit, froid. Les draps étaient lisses, tendus. Personne n'avait dormi là. « Clémence » croissa-t-il d'une voix rauque. Pas de réponse. Juste le bourdonnement lointain de la circulation parisienne. Il se redressa péniblement, la tête tournant. « Clémence, j'ai soif, apporte-moi de l'eau. » Toujours ce silence. Un silence différent de d'habitude. Ce n'était pas le silence paisible d'un dimanche matin. C'était un silence vide, creux, qui résonnait. Agacé, il se leva et tituba vers la salle de bain. Vide. Pas de brosse à dents électrique qui vibre, pas de vapeur de douche. Il sortit dans le couloir. Le salon était un champ de bataille. Ils assentirent. Des verres à moitié vides traînaient partout, des taches de vin rouge maculaient la nappe, le cendrier débordait. La boîte du cadeau, c'est Erast chevalière et j'y jouais à sans mon aussi ça. Elle était toujours sur la table, ouverte et vide. Il sourit bêtement. « Tu vois » se dit-il à voix haute, elle l'a prise. Elle faisait sa difficile, mais elle l'a prise. Il se dirigea vers la cuisine, espérant trouver du café chaud. La machine était éteinte, froide. La colère commença à monter, chassant la gueule de bois. Non mais c'est pas vrai. Elle fait encore la gueule. Elle est sortie faire les courses à midi. Il retourna dans la chambre pour prendre son téléphone et l'appeler. Il s'assit sur le bord du lit pour composer le numéro. Et c'est là qu'il le vit, sur l'oreiller immaculé de Clémence, parfaitement centré, comme une offrande sur un autel. Un petit tas d'objets métalliques qui brillaient sous le soleil. Il cligna des yeux, incrédule. Il s'approcha. Il y avait 2 choses. Premièrement, son alliance. Cet anneau simple qu'elle n'enlevait jamais, même pour se doucher, même quand ils se disputaient, illicite. Deuxièmement, son trousseau de clés. Les clés de l'appartement, le badge de l'immeuble, la clé de la boîte aux lettres. Louis regarda les objets comme s'il s'agissait d'artefacts extraterrestres. Son cerveau, encore embrumé par l'alcool, mit plusieurs secondes à traiter l'équation. Alliance plus clé et lui départ. Il éclata d'un rire nerveux. C'est quoi ce délire ? C'est une mise en scène ? Clémence, sort du dressing, c'est pas drôle. Il se leva d'un bond et ouvrit violemment les portes du dressing. Il s'attendait à la voir là, boudeuse, attendant ses excuses. Personne. Mais ce qu'il vit le frappa de plein fouet. Les cintres. Des dizaines de cintres vides, nus, se balançaient doucement. Le côté droit du dressing était dégarni. Il manquait ses manteaux d'hiver. Il manquait ses robes de travail. Il manquait sa valise.
Il recula, trébuchant sur sa propre chaussure. La panique, froide et visqueuse, commença à s'infiltrer dans ses veines. Il courut vers la salle de bain, ouvrit le placard à pharmacie. Ses crèmes avaient disparu. Son parfum avait disparu. Il ne restait que ses affaires, à lui trônant seul sur les étagères. Il revint dans la chambre, saisit son téléphone, les mains tremblantes. Il composa le numéro de Clémence. Bip. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Messagerie directe. Il réessaya, encore et encore. Le numéro que vous avez demandé, il tenta WhatsApp. La photo de profil de Clémence, celle où elle souriait devant Notre-Dame, avait disparu, remplacée par une silhouette grise par défaut. Il tapa frénétiquement. « T'es où ?» ?»« Réponds. » Une seule coche grise. Jamais deux. Bloqué. Il laissa tomber le téléphone sur le lit. Il s'assit lourdement à côté de l'alliance abandonnée. Elle était partie. Vraiment ? Pour une bague ? Pour une soirée ? Pour une vidéo ? Il ne comprenait pas. Pour lui, l'événement déclencheur était trivial. Il ne voyait pas l'accumulation. Il ne voyait pas les 10 ans d'érosion. Il se sentait trahi, agressé. « Tu te fous de moi, Clémence ?» hurla-t-il au vide. « Tu te barres comme une voleuse, après tout ce que j'ai fait pour toi ?» Il prit l'alliance et la jeta de toutes ses forces à travers la pièce. Elle rebondit contre le mur avec un petit tintement ridicule avant de disparaître sous la commode. Il se leva et commença à faire les 100 pas, tel un lion en cage. Son ego prenait le dessus sur sa peine. Comment n'osait-elle le quitter, lui, Louis Delacroix, alors qu'il venait de signer le plus gros contrat de l'année, alors qu'il était au sommet? Il alla vers la fenêtre et regarda Paris en bas. La ville était là, indifférente, magnifique. Il réalisa soudain quelque chose de terrifiant. Il était samedi midi, il avait faim, il avait soif, il avait mal à la tête, et il n'y avait personne. Personne pour lui faire un café, personne pour l'écouter se plaindre de ses clients, personne pour valider son existence. La liberté qu'il réclamait tant, celle d'avoir des maîtresses, de vivre sa vie sans comptes à rendre, était soudain là, totale, absolue, et elle était terrifiante. L'appartement, jadis symbole de sa réussite, ressemblait soudain à un mausolée, et il en était le seul gardien. Le train entra en gare de Lyon-Part-Dieu dans un chointement de freins hydrauliques. Pour Clémence, ce bruit n'était pas celui d'une machine qui s'arrête, mais celui d'un poumon qui expire enfin, après avoir retenu son souffle pendant 10 ans. Elle descendit sur le quai, sa petite valise à la main. L'air ici était différent. Il était 6 heures du matin, et le ciel avait cette teinte gris-bleu caractéristique de la vallée du Rhône. C'était un gris familier, un gris doux, rien à voir avec le gris métallique et indifférent de Paris. Elle traversa le hall de la gare, se laissant porter par le flux des voyageurs matinaux. Personne ne la regardait, personne ne jugeait sa tenue froissée par la nuit dans le train, ni ses yeux cernés. Ici, elle n'était plus la compagne de l'avocat Delacroix. Elle était juste une femme parmi d'autres, une anonyme, et l'anonymat était un manteau chaud. Elle sortit sur l'esplanade Vivier-Merle. Le brouhaha des tramways, l'odeur des boulangeries qui ouvraient, le vent frais qui descendait des Alpes. Tout cela l'envahit d'un coup. Elle ferma les yeux une seconde, laissant les sensations réveiller sa mémoire corporelle. Elle était chez elle. Elle héla un taxi. Rue de la République, s'il vous plaît, chez mes parents. Le trajet fut silencieux. Clémence regardait la ville défiler. La tour du Crédit Lyonnais, surnommée le Crayon, perçait le ciel. Les quais du Rhône s'étiraient, bordés d'arbres encore nus. Chaque coin de rue lui rappelait une époque où la vie était simple. Avant Louis, avant l'ambition, avant le sacrifice. Le taxi s'arrêta devant un immeuble ancien, solide, en pierre de taille. Elle composa le code, la porte lourde s'ouvrit, elle n'avait pas prévenu ses parents. Elle avait besoin de voir leur visage sans le filtre de l'inquiétude téléphonique. Elle monta les 2 étages à pied. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'une émotion brute qu'elle ne pouvait plus contenir. Elle sonna. Quelques secondes plus tard, la porte s'entr'ouvrit. Sa mère, Hélène, apparut en robe de chambre, les cheveux en désordre, une tasse de café à la main. Elle cligna des yeux, incrédule. « Clémence ?» Le masque de Clémence, celui qu'elle portait depuis la veille, celui de la femme forte et froide qui avait quitté Paris sans se retourner, se fissura d'un coup. « Maman ?» Hélène posa sa tasse sur le meuble d'entrée et ouvrit grand ses bras. Clémence s'y effondra. Elle pleura. Enfin. Elle pleura toutes les larmes qu'elle avait ravalées devant la vidéo d'Élodie, devant l'indifférence de Louis, devant la bague trop petite. Elle pleura comme une enfant de 5 ans qui s'est écorché le genou, sauf que la blessure était invisible et qu'elle saignait depuis une décennie. Son père, alerté par les bruits, arriva en courant. Il ne posa pas de questions.
Il rejoignit l'étreinte. Dans ce petit couloir d'entrée qui sentait la cire d'abeille et le café grillé, Clémence comprit qu'elle n'était plus seule. Elle avait troqué un roi égoïste contre un royaume bienveillant. Le soir même, assise dans la cuisine familiale devant une part de tarte, aux pralines, ce rouge sucré qui colle aux dents et réchauffe l'âme, elle raconta tout. La vidéo, le chantage affectif, la chevalière, l'oubli de sa main brisée. Son père, un homme taiseux aux mains, calleuses d'artisan, serra son poing sur la table jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Je vais monter à Paris, gronda-t-il. Je vais lui apprendre, moi, à se souvenir. » Clémence posa sa main tordue, sur celle de son père. « Non, papa, ne lui donne pas cette importance. La meilleure vengeance, c'est qu'il ne sache même pas où je suis. C'est qu'il pourrisse dans son silence. » Elle regarda par la fenêtre. La nuit lyonnaise était calme. « Je vais rester ici, » dit-elle. « J'ai un entretien demain pour un poste d'éditrice. Je vais prendre un appartement dans le Vieux-Lyon. Je vais recommencer. » Sa mère lui caressa les cheveux. « Tu ne recommences pas à zéro, ma chérie. Tu recommences avec de l'expérience. » À 500 kilomètres de là, Paris se réveillait sous une pluie battante. Dans l'appartement du 7e arrondissement, Louis tournait en rond comme un fauve blessé. Cela faisait 48 heures qu'elle était partie. Il était passé par toutes les phases. La stupéfaction, la colère, l'incrédulité, et maintenant il entrait dans la phase du déni arrogant. Elle reviendra, marmonna-t-il en cherchant désespérément une paire de chaussettes propres dans le tiroir en vrac. Elles reviennent toujours. C'est une crise, une mise en scène dramatique pour me faire payer la vidéo. Elle veut que je rampe. Il trouva une chaussette noire et une bleue marine. Tant pis, personne ne verrait. Il s'habilla à la hâte. Il avait une réunion importante au cabinet. Il devait être impeccable. Mais le miroir lui renvoya une image qui le dérangea. Sa chemise était légèrement froissée. D'habitude, Clémence repassait tout, même ses mouchoirs. Là, il avait dû piocher dans la pile à repasser qu'elle avait abandonnée. Insupportable, grogna-t-il. Quelle gamine. Me laisser en plan comme ça. Il arriva au cabinet d'avocat. L'ambiance feutrée, la moquette épaisse, l'odeur de cuir et d'argent le rassurèrent un peu. Ici, il était le maître. Il entra dans son bureau. Élodie était là, assise à son poste d'assistante, juste devant sa porte vitrée. Elle leva les yeux vers lui, un sourire radieux et complice aux lèvres. Elle portait un chemisier, en soie un peu trop ouvert pour un lundi matin. « Bonjour Louis », roucoula-t-elle, « tu as passé un bon week-end ? Enfin, la fin du week-end ?» Elle faisait allusion à leur soirée de samedi, ignorant superbement le départ de Clémence, ou feignant de l'ignorer. Louis la regarda. Pour la première fois, son sourire lui parut excessif, trop brillant, trop bruyant. « Café ?» demanda-t-il sèchement. « Noir. » Élodie se leva, un peu déçue par le ton, mais s'exécuta. Elle revint 2 minutes plus tard avec une tasse. Louis prit une gorgée et grimaça. « Il y a du sucre ? » ?»« Juste un peu, pour te donner de l'énergie, » dit-elle en clignant de l'œil. « Je ne prends jamais de sucre le lundi, Élodie. Jamais. » Clémence savait que... Il s'arrêta net. Le nom avait franchi ses lèvres sans qu'il le veuille. Le visage d'Élodie se durcit. Le masque de la maîtresse joyeuse tomba un instant. « Clémence n'est plus là, Louis. Tu devrais peut-être t'habituer aux nouvelles recettes. » Elle avait raison, et cela l'énerva encore plus. Il posa la tasse brutalement, renversant quelques gouttes sur un dossier. « Nettoie ça, » ordonna-t-il, « et ferme la porte. » Il s'assit dans son fauteuil en cuir de direction. Il regarda Paris par la baie vitrée. Il se sentait puissant, oui, mais il avait cette sensation désagréable comme une démangeaison sous la peau, que quelque chose clochait. Il sortit son téléphone. Il ouvrit l'application bancaire. Il vérifia le compte joint. Il vit un virement sortant. Clémence Ruel, virement personnel. Elle avait pris exactement la moitié de l'épargne, au centime près. Pas un euro de plus, pas un euro de moins. C'était froid, c'était légal, c'était chirurgical. Si elle avait vidé le compte, il aurait pu la traiter de voleuse, de femme vénale. Il aurait pu avoir la rage juste. Mais là, elle avait juste pris ce qui lui appartenait. Elle ne lui avait rien volé, à part sa tranquillité d'esprit. « Tu crois que tu peux m'effacer avec une calculatrice ?» siffla-t-il entre ses dents. « Tu vas voir. Quand tu seras à sec dans ton trou à rats en province, tu te souviendras que la moitié de mes économies, ça ne dure pas éternellement, quand on a des gouttes de luxe. » Il était persuadé qu'elle avait des gouttes de luxe, parce que c'était lui qui les lui avait imposées. Il ne savait pas qu'elle rêvait de simplicité. Une semaine plus tard, à Lyon. Clémence marchait dans les rues pavées du Vieux-Lyon. Il pleuvait légèrement, mais elle n'avait pas ouvert son parapluie. Elle aimait sentir les gouttes sur son visage. C'était comme un baptême permanent. Elle venait de signer le bail.
Un petit appartement au 3e étage d'un immeuble Renaissance, rue Saint-Jean, 40 mètres carrés, poutres apparentes au plafond, tomates rouges au sol, une grande cheminée condamnée qui servait d'étagère. Rien à voir avec le palace parisien de 150 mètres carrés, marbre et moulures dorées. Ici, ça sentait la cire, la vieille clé pierre et l'histoire. Le loyer coûtait le tiers de ce que Louis dépensait en cigares par mois. Elle entra dans l'appartement vide. Sa voix résonnait un peu. Elle posa sa valise au milieu du salon. Elle ouvrit la fenêtre. Les cloches de la cathédrale Saint-Jean sonnaient midi. Un son grave, profond, rassurant. « C'est chez moi », murmura-t-elle. Elle n'avait pas de meubles, juste un matelas gonflable pour l'instant. Mais elle avait un emploi. Les éditions Lumière l'avaient embauchée sur le champ, impressionnée par son CV et sa culture littéraire. Cette culture que Louis trouvait décorative mais inutile. Elle sortit faire une course. Elle s'arrêta devant une petite bijouterie artisanale nichée dans une traboule. En vitrine, pas de diamants, pas de saphirs. Juste de l'argent martelé, des pierres semi-précieuses. Brutes. Elle entra. Le bijoutier, un homme aux cheveux blancs et au tablier de cuir, leva la tête de son établi. « Bonjour madame, je peux vous aider ?» Clémence regarda sa main droite. Elle retira son gant. « Je cherche quelque chose pour... ce doigt. » Elle montra son auriculaire tordu. Elle avait l'habitude de le cacher, de mettre sa main dans sa poche, de la poser sous la table. Louis lui avait dit un jour, sans méchanceté apparente mais avec cruauté, « C'est dommage, ça gâche ta manucure. » Le bijoutier s'approcha. Il prit sa main doucement. Il ne fit aucune grimace de dégoût. Il l'examina comme une œuvre d'art intéressante. « C'est une main qui a une histoire, » dit-il simplement. « L'argent ira bien. C'est un métal qui vit, qui se patine, comme nous. » Il lui proposa un anneau fin, ouvert, en argent brossé. Il épousait la forme de l'os sans le contraindre. Il ne cherchait pas à cacher la bosse. Il l'habillait. Clémence passa l'anneau. Il glissa parfaitement. Elle regarda sa main. Pour la première fois depuis 5 ans, elle ne vit pas une infirmité. Elle vit une cicatrice de guerre, une preuve de survie. « Combien ?» demanda-t-elle. « 35 €. » Elle sortit sa propre carte bancaire. Clémence Ruel, pas la carte conjointe Monsieur et Madame Delacroix. Elle paya. 35 €. C'était le prix de sa liberté. En sortant de la boutique, elle leva sa main vers le ciel gris. L'argent brillait doucement. Elle prit une photo. Pas pour Instagram, pas pour Louis, pour elle. Elle la mit en fond d'écran de son nouveau téléphone. À Paris, la soirée s'annonçait moins sereine. Louise était rentrée tôt. Il détestait être seul dans l'appartement le soir. Le silence l'oppressait. Il avait donc invité Élodie. « Ouah !» s'exclama-t-elle en entrant, posant son sac de marque sur la console de l'entrée. « C'est encore plus grand que ce que je pensais. La vue est dingue. » Elle se promenait dans le salon, touchant à tout, s'appropriant l'espace. Louis la regardait se faire, un verre de whisky à la main. Il aurait dû être excité. C'était ce qu'il voulait, non ? La jeunesse, la fraîcheur, l'admiration sans borne. Mais quand Élodie s'assit sur le canapé, elle posa ses pieds, chaussures comprises, sur la table basse en verre. Clémence ne faisait jamais ça. Clémence respectait les objets. « On commande des sushis ?» demanda Élodie en sortant son téléphone. « J'ai la dalle. Il y a des sous-verres, » dit Louis machinalement, regardant le verre qu'elle venait de poser, à même le bois verni. « Oh, détends-toi, Louis. C'est bon, c'est juste une table. » Elle rit. Un rire strident. Louis ferma les yeux un instant. Il se souvenait du rire de Clémence. Un rire bas, un peu rauque, intelligent. Il chassa cette pensée. Clémence était le passé. Élodie était l'avenir. Un avenir brillant et facile. « Dis » Louise commença Élodie, la bouche pleine de maquis quelques minutes plus tard. « Puisqu'elle est partie, je pourrais peut-être ramener quelques affaires. Tu sais, c'est galère de faire l'aller-retour avec mon studio de banlieue. Et puis, cet appartement est trop grand pour toi tout seul. Tu vas te perdre. » Elle le disait sur le ton de la blague, mais ses yeux calculaient. Elle mesurait les mètres carrés. Elle voyait déjà sa garde-robe dans le dressing. Louis sentit une résistance instinctive. « On verra, » dit-il. « Ne précipitons rien. Allez, ne sois pas vieux jeu. On est en 2024. » Elle t'a largué, Louis. « Tourne la page. Moi, je suis là. Je suis bien vivante. » Elle se leva, vint s'asseoir sur ses genoux, passa ses bras autour de son cou. Elle sentait la vanille et le désir artificiel. « Et je peux te faire oublier son nom en 5 minutes, » chuchota-t-elle à son oreille. Et Louis se laissa faire. Il l'embrassa avec une ferveur désespérée. Il voulait oublier. Il voulait effacer le fantôme de Clémence qui semblait le juger depuis le coin de la pièce. Mais plus tard dans la nuit, alors qu'Élodie dormait profondément à côté de lui, ronflant légèrement la bouche ouverte, Louis restait éveillé. Il regardait le plafond. Il avait froid. Élodie avait tiré toute la couette vers elle.
C'était un détail, un tout petit détail. Mais Clémence, même dans son sommeil, vérifiait toujours qu'il était couvert. Elle se réveillait si elle sentait qu'il frissonnait. Elle était une gardienne, Élodie était une preneuse. Il se leva doucement, alla dans le salon. Il prit son téléphone. Il savait qu'il était bloqué, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il composa le numéro. Le numéro que vous avez demandé. Il jeta le téléphone sur le canapé. « Tu vas le payer, Clémence, » murmura-t-il dans le noir. « Tu vas regretter de m'avoir laissé avec ça. » Il regarda la porte de la chambre où dormait sa Victoire. Et pour la première fois, Louis Delacroix se sentit comme le plus grand perdant de Paris. Un mois avait passé. À Lyon, le printemps explosait. Les quais de la Saône se teintaient de ce vert tendre, presque fluorescent, qui n'appartient qu'aux bourgeons d'avril. Pour Clémence, ce mois avait été une résurrection. Elle travaillait désormais aux Éditions Lumière, dans un grand loft rénové du Vieux-Lyon. Loin de l'asepsie froide des tours de verre parisiennes, ici, les murs étaient en briques rouges, les tables en bois brut et l'air sentait le café fort et le vieux papier. C'était une odeur organique, vivante. Ce matin-là, Clémence était en réunion éditoriale. Elle portait une chemise en lin couleur terracotta, ses cheveux châtains, détachés, ondulant librement sur ses épaules. Elle n'avait plus besoin de les tirer en chignon strict pour avoir l'air professionnel. Autour de la table, le directeur, un homme bienveillant aux lunettes rondes, et deux autres éditeurs écoutaient Ned. Le chapitre 7 est le cœur du roman, expliquait Clémence, sa voix posée, résonnant, avec une assurance nouvelle. Si on coupe le monologue intérieur du protagoniste, comme le suggère le service marketing, on perd toute l'empathie. L'auteur a peur d'ennuyer, mais c'est là que réside son humanité. Je propose de garder le texte intégral, mais de retravailler le rythme des phrases. Elle gesticulait, avec sa main droite pour appuyer son propos, la main au petit doigt tordu. Elle ne la cachait plus sous la table. Ici, personne ne regardait sa main, avec dégoût ou pitié. Ils regardaient ses yeux. Ils écoutaient ses idées. L'anneau en argent simple qu'elle s'était offert brillait doucement à son doigt, comme un petit phare de fierté. Le directeur hocha la tête, un sourire aux lèvres. « C'est pertinent, Clémence. Très pertinent. Vous avez l'œil. Depuis que vous avez repris ce manuscrit, il respire enfin. On valide votre approche. Faites-le. » Un murmure d'approbation parcourut la table. Clémence sentit une chaleur monter dans sa poitrine. C'était la première fois depuis des années qu'on lui disait « Tu as raison », sans ajouter un « mais » condescendant. Louis lui disait souvent qu'elle était intelligente, mais c'était toujours une intelligence qu'il fallait guider, affiner, corriger. Ici, son intelligence était brute et valide. Après la réunion, elle retourna à son bureau, s'assit face à la fenêtre ouverte sur le fleuve. Son téléphone vibra, une notification de sa banque. Virement reçu, salaire. Ce n'était pas une somme astronomique comme les bonus de Louis qui tombaient après chaque gros procès. C'était un salaire normal, décent. Mais c'était son argent, gagné par son talent, par ses heures de lecture, par sa sensibilité. Elle regarda l'écran, émue. Pendant 10 ans, elle avait cru que sa valeur se mesurait à ce qu'elle faisait pour un homme. Elle était le support, le pilier, l'ombre indispensable. Aujourd'hui, elle découvrait qu'elle pouvait être la lumière. C'était effrayant parfois. Elle n'avait plus personne derrière qui se cachait. Mais c'était enivrant, comme la première gorgée d'air frais après une trop longue apnée. À Paris, l'ambiance était tout autre. L'appartement du 7e arrondissement, jadis sanctuaire de l'ordre et de l'élégance, commençait à ressembler à un navire à la dérive. Louis se réveilla en retard. Encore, son réveil n'avait pas sonné, ou plutôt, il avait oublié de le régler. Clémence le faisait toujours pour lui, vérifiant l'heure de ses audiences la veille au soir. Il sauta du lit, trébucha sur une pile de vêtements sales qui s'accumulait au pied du fauteuil. Merde, il courut vers la cuisine. Le plan de travail en marbre était encombré de cartons de pizza de la veille, de canettes de soda vide et de tasses de café à moitié pleines où flottait une pellicule de moisissure naissante. L'odeur n'était plus celle des lys frais que Clémence achetait chaque semaine. Ça sentait le graillon froid et le parfum bon marché d'Élodie. « Élodie !» hurla Louis. Élodie sortit de la salle de bain, traînant les pieds. Elle portait le peignoir en éponge de Louis. Celui de Clémence était trop petit pour elle et elle l'avait jeté. Elle avait un masque hydratant vert argile sur le visage et tenait son téléphone d'une main, une cigarette électronique de l'autre. « Quoi encore ?» grogna-t-elle, le regard rivé sur son écran. « Arrête de crier, j'ai mal au crâne. On a trop bu hier. Où est le dossier Méridien ? Il était sur la table du salon hier soir. Je dois plaider dans 1 heure. J'en sais rien, moi. J'ai poussé des trucs pour poser mon vernis. Regarde sous le canapé. »
Louis se mit à quatre pattes, son costume Armani frottant contre le parquet poussiéreux. Il fouilla sous le canapé. Sa main rencontra une vieille chaussette, des moutons de poussière gros comme des balles de tennis, et enfin, le dossier bleu. Il le tira. Il y avait une tache grasse, ronde, en plein milieu de la couverture. Une tache de pepperoni. Il se releva, le dossier à la main, le visage rouge de fureur. « Regarde ça, c'est un document officiel. Il est dégueulasse. Tu ne pouvais pas faire attention ?» Élodie haussa les épaules, soufflant un nuage de vapeur aromatisé à la fraise. « T'avais qu'à le ranger, Louis. Je ne suis pas ta bonne. Je te l'ai déjà dit. Je suis ta compagne, pas ta femme de ménage. Si tu veux que ce soit propre, engage quelqu'un. Tu as les moyens ?» Non, elle avait raison. Il avait les moyens. Mais avec Clémence, il n'avait pas besoin d'engager quelqu'un. C'était fait, magiquement, silencieusement. L'invisible était devenu visible par son absence cruelle. Les chemises repassées, les dossiers triés, le frigo rempli, les plantes arrosées, tout cela demandait du travail, un travail constant et aimant qu'il avait pris pour un dû. Louis regarda le dossier taché. Il pensa à Clémence qui, parfois, se relevait à minuit pour relire ses conclusions et corriger les fautes d'orthographe. « Ah, avec Clémence, ça n'arrivait jamais, marmonna-t-il. Élodie se figea. Le masque vert se craquela quand elle fronça les sourcils. « Quoi ? Qu'est-ce que tu as dit ?»« Rien. »« Si, tu as dit son nom, encore. Ça fait 1 mois, Louis, 1 mois qu'elle est partie. Et tu me compares à elle tous les jours. Clémence faisait le café comme si, Clémence pliait les serviettes comme ça. Si elle était si parfaite, pourquoi tu l'as trompée avec moi ?» La question claqua comme un fouet dans la cuisine, en désordre. Louis resta bouche bée. Pourquoi ? Parce qu'il s'ennuyait de la perfection. Il voulait du piment, de l'aventure, de la jeunesse insouciante. Maintenant, il avait du piment. Il en avait plein les yeux, et ça brûlait. Il attrapa sa mallette et sortit sans l'embrasser. Dans l'ascenseur, il essaya frénétiquement de frotter la tache de gras avec sa manche, mais le papier avait bu l'huile. Il allait devoir présenter ça au juge. Lui, Louis Delacroix, l'homme impeccable, allait plaider avec un dossier qui sentait la pizza. Le jeudi suivant marqua un tournant. Louis avait un dîner d'affaires crucial avec Monsieur Dumont, un client conservateur et immensément riche, et sa femme. Louis ne pouvait pas y aller seul. Le couple était une marque de stabilité dans ce milieu. Il emmena donc Élodie. Le restaurant était un 3 étoiles au guide Michelin, lustres en cristal, nappe blanche, chuchotement poli. Élodie arriva. Elle était très belle, indéniablement, mais elle avait fait une erreur de casting. Elle portait une robe rouge vif, dos nu, moulante, fendue jusqu'en haut de la cuisse. Une robe pour un tapis rouge à Cannes ou pour une boîte de nuit VIP, pas pour un dîner d'affaires feutré avec des septuagénaires catholiques. Quand ils entrèrent, Louis vit les têtes se tourner. Pas avec admiration, mais avec ce jugement poli et dévastateur de la haute bourgeoisie parisienne. Il sentit ses oreilles chauffer. À côté de lui, Élodie rayonnait, inconsciente. Elle parlait fort, elle riait trop. Elle sortit son téléphone pour photographier l'assiette de foie gras, utilisant le flash qui éblouit Monsieur Dumont. « Et donc, mademoiselle ?» demanda Monsieur Dumont en essuyant ses lunettes. « Vous travaillez aussi au cabinet ?»« Oh non !» s'exclama Élodie. « Enfin, j'étais assistante. Mais Louis m'a dit que je n'avais plus besoin de travailler. Maintenant, je m'occupe de... Moi, je suis influenceuse lifestyle. Vous connaissez ? Je donne des conseils beauté sur TikTok. » Madame Dumont, une femme élégante aux cheveux gris tirés à 4 épingles, échangea un regard lourd de sens avec son mari. Un regard qui disait « La pauvre Clémence a été remplacée par ça. »« C'est fascinant, » dit Madame Dumont d'une voix glaciale. « Et comment va Clémence ? Nous l'aimions beaucoup. Elle avait une telle culture. La dernière fois, elle m'avait conseillé un livre merveilleux sur l'histoire de l'art italien. » Louis se raidit sur sa chaise. Il savait que ça arriverait. « Clémence et moi, nous avons pris des chemins différents, » dit-il en triturant sa serviette. Elle avait besoin de se retrouver. « Oh, quel dommage !» soupira Madame Dumont. C'était une femme d'une rare distinction, une femme d'intérieur, mais avec tellement d'esprit. Elle vous apportait beaucoup de stabilité, Louis. J'espère que vous ne regretterez pas ce changement radical. Elle jeta un coup d'œil au décolleté plongeant d'Élodie. Le message était clair. Tu as troqué un diamant contre un strass. Louis but son vin d'un trait. Il avait envie de hurler. Il avait envie de défendre Élodie, de dire qu'elle était jeune, vivante, moderne. Mais il n'y arrivait pas. Parce qu'au fond, il était d'accord avec Madame Dumont. Il avait honte. Il avait honte de la femme à côté de lui qui mâchait son pain un peu trop bruyamment. Il avait honte de sa vacuité. « Ah, les livres !» intervint Élodie, voulant participer. « Moi, je ne lis pas trop. Ça donne des rides de plisser les yeux. Hi hi !»
Un silence de mort tomba sur la table. Monsieur Dumont s'éclaircit la voix. « Bien, parlons du contrat, si vous le voulez bien. » Le reste du dîner fut un calvaire. Louis sentit son prestige s'effriter minute après minute. Son image de marque, c'était le power couple élégant qu'il formait avec Clémence. Maintenant, il était juste le cliché du riche avocat quinquagénaire, même s'il n'en avait que 31, avec sa bimbo. Il avait perdu en crédibilité. Et dans son métier, la crédibilité valait plus que l'or. Pendant que Louis suffoquait dans son costume sur mesure, Clémence respirait. C'était un samedi après-midi à Lyon. Elle avait acheté un vélo d'occasion, un vieux modèle hollandais, avec un panier en osier. Elle pédalait le long des quais du Rhône. Le vent jouait dans ses cheveux, le soleil chauffait son dos. Elle s'arrêta au marché des bouquinistes. Elle cherchait une édition rare pour son travail. En fouillant dans une caisse de vieux livres, sa main frôla celle d'un autre client. « Pardon, dirent-ils en même temps. » Elle leva la tête. C'était un homme d'une 30aine d'années. Il ne portait pas de costume. Il avait un pull en laine un peu usé, un jean et des yeux rieurs derrière des lunettes d'écaille en montant son ici. Il avait l'air gentil. « Je vous en prie, allez-y, dit-il en souriant. Je cherchais juste un vieux Camus, mais je peux attendre. » Clémence sourit. Un vrai sourire, spontané. « L'étranger » devina-t-elle. « La peste » corrigea-t-il. « Plus d'actualité, non ?» Ils rirent. Ils discutèrent 5 minutes. De livres, de Lyon, du beau temps. Il s'appelait Antoine. Il était architecte, spécialisé dans la rénovation du patrimoine. « Vous avez des mains de pianiste » remarqua-t-il soudain en regardant la main de Clémence posée sur un livre. Clémence eut un réflexe de recul. Elle voulut cacher sa main droite, son petit doigt tordu. « Oh non, ma main est abîmée. » Antoine baissa les yeux vers sa main. Il ne détourna pas le regard. Il n'y eut pas cette grimace de dégoût poli qu'elle connaissait si bien chez les amis de Louis. « Abîmée » répéta-t-il doucement. « Non, elle a du vécu. C'est comme les vieux bâtiments que je rénove. Les fissures racontent l'histoire. Une pierre lisse, c'est ennuyeux. Une pierre qui a vécu, c'est solide. » Il la regarda dans les yeux. « Elle est belle, votre main. » Clémence sentit ses joues rosir. Ce n'était pas de la drague lourde. C'était une observation sincère. « Merci, dit-elle, la voix un peu tremblante. « Bonne lecture, dit Antoine. À bientôt, peut-être, sur les quais. » Il s'éloigna. Clémence resta là, le cœur battant un peu plus vite. Pas par amour fou, non, c'était trop tôt, mais par reconnaissance. Pour la première fois, un homme avait vu sa faille et l'avait trouvée belle. Elle remonta sur son vélo et pédala plus vite, se sentant légère comme une plume. Louis rentra du dîner, avec Dumont dans une rage noire. Il s'était disputé avec Élodie dans la voiture. Elle l'avait traité de coincé, il l'avait traité d'inculte. Elle était partie dormir chez sa sœur, claquant la porte pour la 3e fois de la semaine. Il se retrouva seul dans l'appartement silencieux. Il délesta sa cravate, se servit un verre de whisky, le 3e de la soirée, et s'affala sur le canapé. Le silence bourdonnait dans ses oreilles. Il sortit son téléphone. Il savait qu'il ne devait pas. C'était pathétique, mais il ne pouvait pas s'en empêcher. Il alla sur LinkedIn. C'était le seul réseau social où elle ne l'avait pas bloqué, probablement par professionnalisme, ou pour qu'il voie sa réussite. Il tapa Clémence Ruel. Son profil s'afficha. Poste actuel. Directrice éditoriale junior. Édition Lumière. Lieu, Lyon. Il y a une nouvelle photo de profil. Ce n'était plus la photo studio rigide qu'il lui avait fait prendre il y a 3 ans, en tailleur noir, les cheveux tirés, l'air sérieux pour faire crédible. C'était une photo prise en extérieur. Elle portait une chemise colorée. Ses cheveux étaient lâchés, un peu en désordre à cause du vent. Elle souriait. Elle ne regardait pas l'objectif, elle regardait quelque chose hors champ, et elle riait aux éclats. Elle avait l'air libre. Louis zooma sur la photo. Il chercha des traces de tristesse, des cernes, un regret. Il ne trouva rien, juste une femme qui rayonnait. Ça le rendit physiquement malade. Une nausée violente lui tordit l'estomac. Comment osait-elle? Comment osait-elle être heureuse sans lui? Elle devrait être dévastée. Elle devrait être en train de pleurer dans un studio miteux, regrettant le confort qu'il lui offrait. Au lieu de ça, elle semblait avoir rajeuni de 5 ans. Il regarda sa propre main tenant le verre. Elle tremblait légèrement. Il regarda son reflet dans l'écran noir de la télévision éteinte. Il vit un homme en costume cher, seul, ivre, dans un appartement de luxe qui sentait la pizza froide. « C'est faux », murmura-t-il, la voix pâteuse. « C'est du bluff. » Elle fait semblant. Personne n'est aussi heureux en quittant Louis Delacroix. Il but une autre gorgée, l'alcool brûlant sa gorge, mais ne réchauffant pas le froid qui l'envahissait. « Tu vas voir, Clémence, dit-il au téléphone muet. Tu crois que tu as gagné? La partie ne fait que commencer.
Je vais venir te chercher. Je vais te ramener à ta place. » Il lança le téléphone à l'autre bout du canapé. L'idée commençait à germer dans son esprit embrumé. Il ne pouvait pas accepter cette défaite. Il devait aller à Lyon. Il devait la confronter. Il devait briser cette image de bonheur insolent avec la réalité de sa puissance. Il s'endormit sur le canapé, rêvant qu'il l'enfermait à nouveau dans une cage dorée et qu'elle le remerciait pour ça. Samedi matin, Paris. Le garage souterrain de l'immeuble résonnait du vrombissement grave d'un moteur. Louis était assis au volant de sa Porsche 911 Carrera noire. C'était une machine splendide, brillante, agressive. Il caressa le cuir du volant. C'était sa carrosserie, son armure. Aujourd'hui, il partait en guerre. Il avait passé la nuit blanche à élaborer ce qu'il appelait son plan de sauvetage. Dans son esprit embrumé par l'ego et le déni, Clémence n'était pas partie parce qu'elle ne l'aimait plus. Elle était partie parce qu'elle était en crise. Elle jouait à la pauvre, à la bohème, comme Marie-Antoinette jouait à la bergère au Trianon. Il devait aller la chercher, la secouer un peu et la ramener à la raison, c'est-à-dire à Paris, dans le confort qu'il lui offrait. Il sortit son téléphone et composa le numéro de son fleuriste habituel, l'artisan fleuriste. « Bonjour, c'est Monsieur Delacroix, je veux une commande spéciale. » Il marqua une pause, savourant l'effet. 150 roses rouges. Baccarat, les plus grandes, les plus chères. Livraison à Lyon, aujourd'hui même, avant mon arrivée. L'adresse est... Il regarda le papier griffonné où il avait noté l'adresse qu'il avait obtenue en piratant le compte Uber Eats de Clémence. 12 rue Saint-Jean, Lyon. 150 roses, monsieur ? S'étonna le fleuriste. C'est volumineux. On s'en fiche du volume. Je veux que ça remplisse la pièce. Je veux qu'elle ne puisse pas les ignorer. Et mettez un mot. La récréation est finie. Je viens te chercher. Ton Louis. Il raccroche avec un sourire satisfait. La récréation est finie. La phrase parfaite. Paternelle, autoritaire, mais selon lui, aimante. Il allait la submerger. Il allait lui rappeler qui il était. Louis Delacroix, l'homme qui faisait tomber la pluie et le beau temps. Il enclencha la première. La Porsche bondit hors du garage comme une balle de fusil. Direction le sud. Direction sa propriété égarée. 4h30 plus tard. Le vieux Lyon somnolait sous un soleil doux d'après-midi. C'était un quartier piéton, fait de pavés inégaux, de façades ocre et roses, d'odeurs de gaufres et de pralines. Les touristes flânaient, les enfants couraient. Le temps semblait y avoir ralenti. Soudain, le rugissement d'un moteur puissant déchira l'air, les têtes se tournèrent, agacées. La Porsche noire de Louis avançait au pas, cherchant son chemin parmi la foule compacte. Elle était une verrue dans ce paysage historique, trop large, trop bruyante, trop neuve. Louis baissa sa vitre teintée. Il transpira sous ses lunettes de soleil. Son GPS était perdu dans ce dédale de ruelles médiévales. « Hé !» cria-t-il à un passant qui mangeait une glace. « Le numéro 12 ? C'est tout !» Le passant, un jeune homme en short, le regarda avec mépris. « C'est une zone piétonne, monsieur. Vous n'avez pas le droit d'être là avec ça. » Louis l'ignora et écrasa l'accélérateur, manquant de renverser un chevalet de cartes postales. Il finit par trouver le 12, un vieil immeuble magnifique avec une lourde porte en bois sculptée. Il se gara n'importe comment, 2 roues sur le trottoir étroit, bloquant l'entrée d'une boutique de marionnettes. Il sortit de la voiture. Il claqua la porte. Il ajusta sa veste. Il regarda la façade avec dédain. La pierre s'effritait un peu par endroits. Pas de digicode moderne, pas de marbre au sol. Quelle horreur, pensa-t-il. Elle vit dans un musée en ruine. À cet instant, un livreur en scooter arriva, peinant sous le poids d'un bouquet gigantesque, une montagne de roses rouges. C'était grotesque. Dans cette petite rue charmante, ce luxe ostentatoire faisait vulgaire. C'était comme porter une robe de bal pour aller acheter du pain. « C'est pour moi, » dit Louis. « Suivez-moi. » Il composa le code. La porte s'ouvrit en grinçant. Ils montèrent les 3 étages à pied. Pas d'ascenseur, évidemment. Louis arriva en haut essoufflé, son front brillant de sueur, mais son arrogance intacte. Il était prêt. À l'intérieur de l'appartement, Clémence était à 1000 lieues de se douter de l'invasion imminente. Elle était assise par terre sur les tomates rouges du salon. Elle était en train de rempoter une grande plante verte, un monstera. Elle portait un vieux t-shirt taché de terreau et un short en jean. Ses pieds étaient semés et étaient nus. Ses mains étaient sales, noires de terre fraîche. Elle écoutait un podcast sur l'histoire de l'art. Elle était sereine. Elle était chez elle, toc, 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 3 coups secs, autoritaire, pas la frappe timide d'un voisin, la frappe de la police ou d'un huissier. Clémence fronça les sourcils. Elle n'attendait personne. Ses parents venaient le lendemain pour le déjeuner dominical. Elle se leva,
s'essuya vaguement les mains sur un chiffon et alla ouvrir. Le mur de rose rouge lui barra la vue. L'odeur entêtante, chimique et sucrée l'envahit instantanément, la prenant à la gorge. « Madame Ruelle » souffla le livreur, caché derrière les fleurs. Clémence recula, surprise, et c'est là qu'il apparut. Derrière le bouquet, le visage de Louis, souriant, triomphant, comme un magicien qui vient de réussir son tour. Surprise. Le cœur de Clémence rata un battement, non pas d'amour ni de joie, mais de choc. C'était comme voir un fantôme surgir du passé, ou plutôt comme voir une tache de vin sur une nappe propre. Il n'avait rien à faire là. Il était une anomalie. « Louis » souffla-t-elle. « Qu'est-ce que tu fais là ?» « Posez ça là par terre » ordonna Louis au livreur sans répondre à Clémence. Il tendit un billet de 50 € au jeune homme. « Gardez la monnaie, disparaissez. » Le livreur posa le bouquet. Il prenait littéralement la moitié du petit salon. C'était envahissant. C'était une occupation territoriale. Louise entra. Il ne demanda pas la permission. Il entra comme s'il entrait dans une chambre d'hôtel qu'il avait payée. Il regarda autour de lui. Il vit les poutres, oui, mais il vit surtout le manque de meubles coûteux. Il vit le matelas gonflable dégonflé dans un coin. Elle attendait son lit la semaine prochaine. Il vit la terre sur le sol. Il vit Clémence sale, décoiffée. Il secoua la tête avec un sourire de pitié sincère. « Mon Dieu, Clémence, regarde-toi. Regarde où tu vis. C'est pire que ce que j'imaginais. C'est Cosette au XXIe siècle. » Clémence resta près de la porte ouverte. Elle ne la referma pas. Elle ne voulait pas s'enfermer avec lui. « Sors, Louis. Tu n'as rien à faire ici. » Louis rit. Un rire incrédule. Il s'avança vers elle pour l'embrasser, comme si de rien n'était. Clémence recula vivement. Elle leva sa main sale, noire de terre, pour faire barrière entre eux. « Ne me touche pas. » Louis s'arrêta, vexé. Il regarda la main sale avec dégoût. « Allez, arrête ton cirque. Je suis venu, non ? J'ai fait 500 kilomètres. J'ai acheté ces fleurs. J'ai fait le premier pas. Tu as gagné, d'accord ? Tu m'as manqué. C'est bon ? Ton ego est satisfait ?» Il parlait comme on parle à un enfant capricieux qui a fini de bouder dans sa chambre. Clémence le regarda. Elle réalisa à quel point il était petit. Dans son grand appartement parisien, il semblait imposant. Ici, dans cet espace authentique, il avait l'air d'un acteur qui a oublié son texte. « Tu penses que c'est une question d'ego ?» demanda-t-elle doucement. « C'est toujours une question d'ego, » répliqua-t-il. « Écoute, j'ai vu ton petit jeu sur LinkedIn. Directrice éditoriale. Très mignon. Mais soyons sérieux 2 minutes. Regarde ce salaire. » Il pointa l'appartement du doigt. « Ça paye quoi ? Les pâtes ? L'électricité ? Tu vaux mieux que ça, Clémence. » Il s'approcha de la fenêtre, regardant la rue avec dédain. Pas de climatisation, les voisins qui hurlent, l'odeur de friture. Tu t'infliges ça pour me punir ? C'est ridicule. On rentre. Clémence s'appuya contre le mur. Elle sentit le froid de la pierre dans son dos. Ça lui donna de la force. « Je ne m'inflige rien, Louis. J'ai choisi ça. J'aime cet endroit. J'aime ma vie ici. Et surtout, j'aime ne plus être avec toi. » Louis se retourna brusquement. Le masque de bienveillance se fissura. « Tu mens. Tu ne peux pas aimer ça après avoir vécu dans le luxe. Personne ne préfère le camping au Ritz, tu es juste têtu. Mais je te pardonne. » Il plongea la main dans la poche intérieure de sa veste. Il en sortit une petite boîte turquoise. Tiffany & Co. La couleur emblématique du luxe américain. Il l'ouvrit. À l'intérieur, un diamant solitaire monté sur une chaîne en or blanc. C'était beau, c'était froid, c'était cher. « Tiens, dit-il. Je n'ai pas ramené la chevalière. J'ai compris, c'était une erreur, j'ai merdé sur la taille, j'ai racheté ça. C'est un classique, intemporel, comme toi. Prends-le, fais ta valise, et on rentre. J'ai réservé une table chez Paul Bocuse pour ce soir, pour fêter la réconciliation. Demain, on remonte à Paris et on oublie tout ce cauchemar. » Il lui tendit la boîte. Sa main ne tremblait pas. Il était tellement sûr de lui. Il avait écrit le scénario dans sa tête. Elle pleure, elle prend le bijou, ils s'embrassent, générique de fin. Clémence regarda la boîte bleue. Puis, elle regarda sa propre main droite, sale de terre, ornée de son petit anneau en argent à 35 €. Elle croisa les bras. « Je ne veux pas de ton diamant, Louis, je ne veux pas de ton dîner, et je ne rentre pas à Paris. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin ?» explosa Louis, perdant patience. « Je te donne tout, je suis là, à genoux, enfin, façon de parler. Je vire Élodie si c'est ça le problème, je l'ai déjà virée d'ailleurs. Elle n'est plus rien, c'est toi la femme de ma vie, merde !» Sa voix résonna, violente, dans le petit appartement. C'était une intrusion sonore insupportable. Clémence ne sia pas. Elle attendit que l'écho de son cri retombe. « Tu ne m'écoutes pas, » dit-elle d'une voix calme, presque triste. « Tu ne m'as jamais écouté. Je ne t'aime plus, Louis. » Le silence tomba, lourd, définitif. Ces mots-là, il ne les avait pas prévus. Il pouvait gérer la haine.
La haine, c'est encore de la passion. Mais je ne t'aime plus, c'est le néant. C'est un mur lisse sur lequel on ne peut rien accrocher. C'est faux, murmura-t-il, pâle. 10 ans, Clémence. On n'efface pas 10 ans. Je ne les efface pas. Je les ai portés jusqu'à ce que je m'écroule. Et puis je me suis relevée, et je les ai posés. C'est toi qui as tout cassé, pas avec Élodie. Élodie n'était que le symptôme. Tu as tout cassé le jour où tu as commencé à croire que tu pouvais m'acheter. Le jour où tu as oublié que j'étais une personne, pas une possession. Elle tendit sa main droite vers lui, paume ouverte, montrant l'anneau en argent. Regarde, tu vois cette bague, elle coûte 35 €. Je me la suis offerte. Elle ne me fait pas mal. Elle épouse ma cicatrice. Elle a plus de valeur que tous tes diamants Tiffany, parce qu'elle est à moi et qu'elle est vraie. Louis regarda l'anneau bon marché. Il eut un haut le cœur de dégoût. Il se sentit insulté au plus profond de son être. Elle préférait ce bout de ferraille à son offrande de 10 000 €. C'était une insulte à sa réussite, une insulte à tout ce qu'il représentait. Il referma la boîte turquoise d'un coup sec, clac, son visage changea. La tristesse disparut, remplacée par une méchanceté froide. « Tu es pathétique, cracha-t-il, tu te contentes de peu. Tu as toujours été médiocre, au fond. J'ai qu'essayé de t'élever, de faire de toi une reine. Mais tu préfères rester une souillon qui plante des fleurs dans la boue. » Il essayait de la blesser. Il lançait ses dernières flèches empoisonnées. Mais Clémence sourit, un sourire radieux, lumineux, parce que ses insultes ne la touchaient n'y jouaient plus. Elle la traversait comme de la fumée. Elle savait qui elle était. Peut-être Louis. Mais cette souillon est heureuse. Et toi? Tu es heureux dans ton château doré, tout seul? Louis serra les poings. Il avait envie de casser quelque chose, de renverser la table. Mais il ne pouvait pas. Il était impuissant face à son indifférence. Il remit la boîte dans sa poche. Il ajusta sa veste. Il tenta de retrouver sa dignité en lambeaux. « Tu vas le regretter. Dans 6 mois, quand tu seras fauché, quand tu en auras marre de manger des pommes de terre, tu m'appelleras. Et je ne répondrai pas. C'est un risque que je suis prête à prendre. Adieu, Louis. » Il se tourna vers la porte. Il s'attendait à ce qu'elle le retienne. « Attends, Louis !» Il marcha lentement. Rien. Il sortit sur le palier. Il descendit les escaliers. Il espérait entendre la porte s'ouvrir derrière lui. Rien. Juste le silence de la vieille pierre. Clémence ferma la porte. Elle tourna le verrou. Clic. Elle s'appuya contre le battant de bois et expira longuement. Ses jambes tremblaient un peu. L'adrénaline retombait. Mais elle ne pleura pas. Elle regarda la montagne de roses rouges qui encombrait son salon. Elles étaient magnifiques, objectivement. Mais elle sentait l'oppression. Elle prenait toute la place. Elle l'empêchait de circuler dans sa propre maison. Elle prit le bouquet à plein bras. C'était lourd. Les épines piquaient à travers le papier, même à travers son t-shirt. Elle alla à la fenêtre. Elle l'ouvrit en grand. En bas, dans la rue piétonne, il y avait un couple de jeunes touristes assis sur un banc. Ils mangeaient un sandwich. Ils avaient l'air amoureux et pauvres. « Eh !» cria-t-elle doucement. Le couple leva la tête, surpris. « Vous voulez des fleurs? C'est cadeau. » Elle bascula le bouquet. Une pluie de roses rouges tomba dans la rue. Une cascade écarlate. Le couple rit aux éclats, essayant d'attraper les fleurs au vol. D'autres passants s'arrêtèrent, ramassant les roses, souriant, se prenant en photo. En quelques secondes, la rue Saint-Jean devint une fête. Clémence sourit. Elle venait de transformer un geste de possession toxique en un moment de partage et de joie. Elle avait désamorcé la bombe. Pendant ce temps, sur l'autoroute A6, Louis roulait vers le nord. Il pleuvait à torrents. La nuit tombait. Il roulait vite, trop vite. 180 km/h. Il était seul dans l'habitacle luxueux de sa Porsche. Le silence était assourdissant, seulement brisé par le rythme effréné des essuie-glaces. Il mit de la musique, fort, du rock violent. Mais la musique ne couvrait pas la voix de Clémence dans sa tête. « Je ne t'aime plus. Tu as oublié que j'étais une personne. » Il tapa sur le volant. « Salope, ingrate !» hurla-t-il pour ne pas pleurer. Il regarda le siège passager vide. La boîte Tiffany était posée là, ce petit carré bleu qui représentait son échec. Il la prit, il baissa la vitre électrique. Le vent et la pluie s'engouffrèrent dans la voiture, trempant son visage et son costume. Sans ralentir, il jeta la boîte dehors. Le diamant disparut dans la nuit noire, quelque part sur le bas-côté de l'autoroute, avalé par la boue et l'oubli. Il referma la vitre. Il respira difficilement, une boule dans la gorge. Ce n'était pas seulement la perte de Clémence, c'était la perte de son reflet. Sans elle pour le regarder avec admiration, qui était-il? Juste un avocat riche qui rentrait dans un appartement vide avec pour seule compagnie l'écho de son propre ego. Son téléphone sonna,
Le cabinet. Louis, c'est Bernard. On a un problème sur le dossier Méridien. Une clause que tu as ratée, c'est grave. Louis ferma les yeux. L'erreur qu'il avait faite cette semaine, distrait par l'absence de Clémence. Tout s'effondrait. Les dominos tombaient un par un. Je rentre, dit-il d'une voix éteinte. Je serai là. Il était seul, officiellement, et pour la première fois de sa vie, Louis Delacroix eut peur. Lundi matin, 9 heures. Paris. La salle de réunion du cabinet d'avocats ressemblait à un aquarium géant. Des murs de verre, une vue imprenable sur la ville et un silence sous vide. Mais ce matin, l'eau était glacée. Louis était assis seul d'un côté, de l'immense table en chêne. En face de lui, 3 hommes âgés en costume gris anthracite. Les associés seniors, ceux qui avaient fait de lui une star. Ceux qui, aujourd'hui, le regardaient comme on regarde une jambe gangrenée qu'il faut amputer. Au centre de la table, le dossier Méridien. Le dossier taché de gras. Mais la tache de pizza n'était que le cadet de leurs soucis. Louis, commença maître Lefebvre, la voix calme mais tranchante comme un scalpel. Nous avons relu le contrat que vous avez validé vendredi. La clause 14B, celle sur la responsabilité fiscale. Louis déglutit difficilement. Il avait la bouche sèche. C'était une coquille, tenta-t-il de justifier, sa voix sonnant faux à ses propres oreilles. Une erreur de formatage. Je connais la partie adverse, je peux arranger ça. Ce n'est pas une coquille, coupa sèchement l'associé. C'est une négligence grave. À cause de cette coquille, le client risque un redressement de 4 millions d'euros. 4 millions. Le chiffre tomba lourdement dans la pièce. On nous a rapporté des comportements erratiques ces dernières semaines, poursuivit Lefebvre. Retard, absence de concentration, présence d'éléments extérieurs non professionnels au bureau. Il fit une grimace de dégoût, pensant probablement aux visites bruyantes d'Élodie. Louis, votre esprit n'est plus ici. Louis se leva, les mains tremblantes appuyées sur la table. Je traverse une période difficile. Ma compagne, nous sommes en train de nous séparer. C'est temporaire. J'ai donné 10 ans à ce cabinet. J'ai rapporté des millions. Nous le savons. C'est pour cela que nous ne vous licencions pas pour faute lourde immédiatement. Nous vous proposons une mise en disponibilité, 6 mois, sans solde, pour régler vos affaires personnelles, et bien sûr, nous vous retirons du dossier Méridien et du dossier Kerviel. Vous me mettez au placard ? Moi, Louis Delacroix ? Estimez-vous heureux de ne pas être radié, Louis. Sortez, et ne revenez pas tant que vous n'aurez pas retrouvé la raison. Louis sortit de la salle, le dos voûté. Dans le couloir, les secrétaires baissèrent les yeux sur leur clavier. Tout le monde savait. La chute d'un roi est toujours le spectacle préféré de la cour. Il s'enferma dans son bureau. Il s'appuya contre la porte, respirant comme un animal traqué. La rage monta. Une rage noire, liquide, bouillante. Il cherchait un coupable. Il ne pouvait pas être le coupable. Il était Louis Delacroix. Il était brillant. Donc c'était forcément la faute de quelqu'un d'autre. Il ouvrit un tiroir. Au fond, sous des stylos Montblanc, il trouva une vieille photo de Clémence. Une photo prise dans un photomaton quand ils avaient 22 ans. Il grimaçait, heureux, pauvre. Il regarda le visage de Clémence. « C'est de ta faute, » murmura-t-il. Tout était de sa faute. Si elle n'était pas partie, il n'aurait pas été distrait, il n'aurait pas bu, il n'aurait pas raté cette clause. Elle l'avait saboté, elle avait prémédité sa fuite pour le détruire au moment le plus critique. La paranoïa est le refuge des égos brisés. Il déchira la photo, lentement. Il sépara leurs 2 visages. Le bruit du papier qui se déchire résonna comme un os qui casse. Il jeta les morceaux dans la corbeille. Il saisit son téléphone. Il n'appela pas Clémence. Il appela Valérie Corman, une avocate spécialisée dans les divorces contentieux. Une tueuse, celle qu'on appelle quand on veut faire mal, pas quand on veut négocier. Valérie, c'est Louis. J'ai besoin de toi. Non, pas pour le boulot. Pour moi. Je veux récupérer ce qui est à moi. Tout. Chaque centime. Je veux qu'elle paie. Je veux la mettre à genoux. 3 jours plus tard. Lyon. Le matin était doux. Clémence prenait son petit déjeuner près de la fenêtre ouverte, trempant une tartine de miel dans son thé. Elle lisait le journal local, apaisée. On sonna à la porte. « Bonjour, Madame Ruel. »« Facteur. » Une lettre recommandée avec accusé de réception. Le cœur de Clémence rata un battement. Une lettre recommandée n'est jamais une bonne nouvelle. Elle signa. Elle prit l'enveloppe épaisse. En haut à gauche, le logo noir et or. Cabinet Corman & Associés, avocats à la cour. Elle s'assit. Ses mains tremblaient légèrement en ouvrant l'enveloppe avec un couteau à beurre. Elle sortit la liasse de papier. C'était une mise en demeure. Le langage était brutal, froid, juridique. Madame, agissant pour le compte de M. Louis Delacroix, rupture abusive du pacte civil de solidarité, préjudice moral,
Réclamation des sommes dues au titre des prêts consentis durant la vie commune. Elle tourna la page. Il y avait un tableau et Excel annexé, une liste. Clémence lut la première ligne et crut à une mauvaise blague. Mais ce n'était pas une blague, c'était la comptabilité de leur amour. Bague Cartier, restituée. Valeurs 00, voiture Porsche, usage abusif du véhicule, indemnité kilométrique demandée. 5 000 €, voyage Maldives 2021, quote-part, Madame. 4 500 € frais de scolarité, master édition, payé par monsieur, en 2018. 12 000 €. Loyer appartement Paris, quote-part impayé sur 5 ans, arriéré. 60 000 €, total réclamé, 85 500 €, à régler sous 8 jours. Faute de quoi, une procédure de saisie sur salaire sera engagée. Clémence posa la feuille, 81 500 €. Elle sentit le vertige la prendre. C'était une somme colossale. Elle venait à peine de commencer son nouveau travail. Elle n'avait que la moitié de leurs économies communes, soit 20 000 €. Il voulait la ruiner. Il lui facturait les cadeaux qu'il lui avait offerts pour se faire pardonner ses infidélités. Il lui facturait le loyer de l'appartement où elle avait vécu comme sa compagne, gérant toute l'intendance alors qu'il gagnait 10 fois plus qu'elle. Il lui facturait ses études, ce master qu'il avait prétendu être son investissement dans son talent. C'était mesquin, c'était petit, c'était du pur Louis. Il savait qu'elle n'avait pas cet argent. Il voulait l'asphyxier. Il voulait qu'elle ait peur. Il voulait qu'elle l'appelle en pleurant pour demander grâce, pour qu'il puisse jouer au grand seigneur et dire « Je t'efface l'ardoise si tu reviens ». Elle regarda son téléphone. Elle imagina Louise à l'autre bout, un verre à la main, attendant la sonnerie avec un sourire sadique. Elle eut envie de vomir. Puis, elle eut envie de pleurer. Et enfin, elle eut envie de rire, d'un rire froid. « Tu as oublié une chose, Louis, » dit-elle à la pièce vide. « J'ai vécu avec un avocat pendant 10 ans. J'ai relu tes dossiers. J'ai corrigé tes mémoires. Je connais la loi. Peut-être mieux que toi, parce que moi je la lis avec mes yeux, pas avec mon ego. » Elle ne pleura pas. Elle se leva, elle alla chercher sa valise. Elle sortit le dossier administratif qu'elle avait emporté. Elle sortit le dossier médical de sa main. Elle sortit une vieille carte d'anniversaire. Elle alluma son ordinateur. Elle commença à écrire. Pas à Louis. À Maître Corman. Le soir même, à Paris. Louise était chez lui, assis dans le noir, devant la télévision éteinte. Il attendait. Cela faisait 3 jours que la lettre était partie. L'accusé de réception indiquait qu'elle l'avait reçue le matin même. Il vérifiait son téléphone toutes les 30 secondes. « Allez, appelle. Appelle et supplie-moi. Dis-moi que tu es désolé. » Le téléphone resta muet. Le silence de Clémence était une torture plus efficace que n'importe quel cri. Finalement, n'y tenant plus, il appela son avocate. « Valérie, c'est Louis. » Elle a répondu. La voix de Valérie Corman était professionnelle, mais teintée d'une nuance inhabituelle. De la surprise, du respect. « Bonsoir Louis. Oui, je viens de recevoir un mail, une réponse formelle. » Louis se redressa, excité. « Ah, elle demande un délai? Elle conteste? Elle pleure? » « Non, Louis, elle ne pleure pas. Elle contre-attaque. Et c'est solide, très solide. » « Comment ça solide? Elle n'a pas un rond, elle n'a pas d'avocat. Elle n'a pas besoin d'avocat, visiblement. Écoute-moi bien. » Valérie fit bruisser des papiers. Point numéro 1, exactement, c'est le manager était le loyer est. Vous étiez paxé sous le régime de la séparation de biens, mais avec obligation d'aide mutuelle et matérielle. Le logement familial est une charge du ménage. Vu la disparité de vos revenus, 1 pour 10, ta contribution exclusive au loyer est considérée comme normale par la Cour de cassation. Elle cite 3 arrêts récents. Demande rejetée. Louis serra les dents. Point numéro 2. Le master. Elle joint une copie d'une carte d'anniversaire de 2018. Tu as écrit « Mon cadeau pour tes 25 ans, c'est ton avenir. Je t'offre tes études. Juridiquement, c'est une libéralité. Un don manuel, non remboursable. Demande rejetée. » Louis ferma les yeux. Il se souvenait de cette carte. Maudite sentimentalité. Et pour le reste, Louis, c'est là que ça se gâte. Elle annonce qu'elle va déposer une plainte pour harcèlement moral et tentative d'extorsion si tu persistes. Elle a joint des captures d'écran de tes messages insultants, de la vidéo d'Élodie, et surtout, le dossier médical de sa main. Valérie marqua une pause. L'accident de 2019, causé par un tiers certes, mais dans des circonstances où tu étais sous l'emprise de l'alcool et où elle t'a protégé. Elle dit que si on va au tribunal pour l'argent, elle ira au tribunal pour le préjudice corporel et moral. Et vu que tu étais ivre ce soir-là, ton assurance ne couvrira rien. C'est du pénal, Louis. Louis sentit son sang se glacer. Le pénal.
Avec sa mise à pied actuelle, une plainte au pénal signerait sa mort professionnelle définitive. Il ne serait plus jamais avocat. Il serait radié du barreau. Fini. La garce, murmura-t-il. Non, Louis, corrigea Valérie. Pas une garce. Une femme bien préparée. Mon conseil d'ami. Laisse tomber. Arrête les frais. Dissolvez le Pacs à l'amiable. Oublie les 80 000 euros. Sinon, elle va te détruire. Et elle gagnera. Valérie raccrocha. Louis laissa tomber le téléphone sur le tapis. Il avait perdu. Sur toute la ligne, il voulait l'écraser avec la loi. Elle avait utilisé la loi pour lui construire une guillotine. Il regarda ses mains qui plaidaient, qui gagnaient, qui signaient des chèques. Elles étaient vidées, elles étaient. Soudain, une idée germa dans son esprit, embrumé par l'alcool et le désespoir. Une idée sombre. S'il ne pouvait pas la récupérer, s'il ne pouvait pas la ruiner, il devait la voir, une dernière fois, pour comprendre. Pour voir dans ses yeux si elle l'avait vraiment oublié. Il ne pouvait pas accepter cette fin par mail. Il avait besoin d'une confrontation physique. Non pas à Lyon, où il était un intrus, mais sur un terrain neutre. Ou mieux, il devait l'obliger à revenir à Paris. Oui, la dissolution du Pacs. La signature devait se faire en présence des deux partenaires à la mairie du 7e arrondissement pour être immédiate. C'était la loi. Il reprit son téléphone. Il rappela Corman. « Valérie, prépare les papiers de dissolution. J'abandonne les poursuites financières. Mais j'ai une condition. Une seule. Laquelle ? Je veux une remise en main propre. Je veux qu'on signe ensemble, à la mairie du 7e, vendredi. Je ne signe rien à distance. Dis-lui que c'est ma seule condition. Elle doit venir à Paris. C'est petit, Louis. C'est tout ce qu'il me reste. » Clémence reçut le mail le lendemain matin. Monsieur Delacroix accepte d'abandonner toutes les réclamations financières. En contrepartie, il exige votre présence physique à la mairie du 7e arrondissement de Paris ce vendredi à 14h pour la dissolution conjointe du Pacs. Elle soupira en posant sa tasse de thé. Elle s'y attendait. C'était son dernier caprice. Il voulait la faire venir. Il voulait la voir dans son territoire. Il espérait sans doute que le retour dans leur quartier, les souvenirs des rues pavées, l'ambiance de Paris la ferait flancher. Ou peut-être voulait-il juste la voir trembler une dernière fois. Elle regarda son agenda. Vendredi. Elle avait une réunion le matin, mais elle pouvait prendre le TGV de midi. Faire l'aller-retour dans la journée. Elle n'avait pas peur. Elle appela Isabelle, son amie à Paris. « Isa, c'est moi. Je monte à Paris vendredi. Non, pas pour le plaisir, pour signer la fin. Oui, je vais le voir. Non, je n'ai pas peur. Je ne suis plus la même, Isa. Avant, Paris me semblait immense. Et moi toute petite. Maintenant, j'ai l'impression que Paris est juste une ville comme une autre, une ville de pierre et d'eau. » Le vendredi arriva. Clémence monta dans le TGV. Elle n'avait pas de valise. Juste un sac à main. Elle voyageait léger. Elle ne partait pas pour rester. Elle partait pour fermer une porte. Elle choisit sa tenue avec soin. Pas une robe de revanche sexy. Pas un tailleur strict. Juste un pantalon fluide blanc. Un haut coloré en soie. Une tenue de femme libre. Une tenue qu'elle n'aurait jamais portée à Paris car Louis disait que le blanc, ça grossit. Ou que les couleurs, c'est provincial. À 14h précises, le taxi la déposa devant la mairie du 7e arrondissement. Il faisait beau, mais d'une lumière dure. Louis l'attendait sur les marches. Il avait fait un effort. Il était rasé de près, portant son costume bleu nuit, celui qu'elle préférait autrefois. Il portait des lunettes de soleil. Il fumait une cigarette alors qu'il avait été arrêté pour elle hier. Mais elle laissé elle il y a 3 ans. Il avait repris. Il la vit. Il se redressa. Il enleva ses lunettes. Il la scanna du regard. Le pantalon blanc, les cheveux lâchés. L'anneau en argent à son doigt. Elle était différente. Elle marchait différemment. Elle n'avait plus cette posture voûtée de celle qui s'excuse d'exister. Elle prenait de la place, elle monta les marches, elle s'arrêta à 2 mètres de lui. « Bonjour Louis ». Sa voix était calme, pas froide, juste neutre, comme si elle disait bonjour à un voisin qu'elle connaissait à peine. « Clémence », dit-il en la dévorant des yeux, « tu es changée. Ça s'appelle aller bien. Tu as grossi un peu, ça te va bien. Enfin, c'est différent. » Il essayait encore de juger son corps. C'était un réflexe pavlovien. « On y va ?» coupa-t-elle. « J'ai un train à 17h. Tu es pressé ? Je pensais qu'on pourrait prendre un café après. Au recrutement, en face. Notre café. Pour parler. » « Non, Louis. Pas de café. Pas de nostalgie. Juste une signature. » Louis jeta sa cigarette par terre et l'écrasa avec son talon en cuir italien. Il avait mal. Il espérait voir une faille, un tremblement dans sa voix. Une hésitation. Il n'y avait rien. Juste une politesse blindée. « Tu es dur. Je suis juste. Allons-y. » Ils entrèrent dans la mairie. L'ombre du bâtiment les avala, mais cette fois, c'est Clémence qui ouvrait la marche. Dans le bureau de l'officier d'état civil, l'ambiance était purement administrative.
Le bruit du tampon encreur, clac clac, rythmait la fin de leur histoire. Vous confirmez votre volonté de dissoudre le Pax demanda la dame. Oui, je confirme, dit Clémence fermement. Ils signèrent, médecin. La main de Louis tremblait. Vraiment. Il signa d'un trait assuré, agressif. Clémence signa d'un geste fluide. Elle regarda sa main droite pendant qu'elle écrivait. L'anneau en argent scintillait. Le petit doigt tordu suivait le mouvement sans douleur. C'est fait, dit l'officier. Vous êtes libre. Libre. Ils sortirent sur le parvis. C'est tout demanda Louis, incrédule. 10 ans et ça finit avec un coup de tampon. C'est la vie, Louis. Les choses finissent, pour que d'autres commencent en manque. Qu'est-ce qui commence pour toi? Un boulot médiocre à Lyon? Un appartement sans ascenseur? Tu appelles ça une vie? Il redevenait méchant. C'était sa défense immunitaire contre la douleur. Clémence s'arrêta. Elle se tourna vers lui. Elle était très près. Elle pouvait sentir son parfum. Ce parfum qu'elle avait tant aimé et qui maintenant lui donnait la nausée. Louis, regarde-moi. Je ne suis pas médiocre, je suis heureuse et je te souhaite de l'être un jour. Vraiment, je te souhaite de trouver quelqu'un qui t'aimera pour ce que tu es, pas pour ton compte en banque. Mais pour ça, il faudra que tu apprennes à être quelqu'un sans ton chéquier. Elle lui tendit la main, pas pour qu'il la prenne. Elle sortit de son sac une petite clé USB. C'est pour toi. Il y a dessus toutes les photos de nous deux, celles que j'avais sur mon ordinateur. Je les ai effacées de chez moi. Je te les rends, c'est ton passé. Garde-le si tu veux. Moi, je n'en ai plus besoin. Louis prit la clé USB, stupéfait. Elle lui rendait ses souvenirs comme on rend un objet trouvé. Adieu, Louis. Elle se retourna. Elle marcha vers la rue, vers le taxi qui l'attendait. La lumière du jour inondait le trottoir. Sa silhouette blanche semblait briller. Louis resta planté là, dans l'ombre des colonnes de la mairie, la clé USB serrée dans sa main jusqu'à s'en faire mal. Il était seul, entouré de marbre et de silence. Et il sut, à cet instant précis, qu'il était le plus grand perdant de Paris. Le temps, ce grand sculpteur, commença son œuvre. Les saisons passèrent sur la France, indifférentes au cœur brisé et aux victoires personnelles. À Paris, l'hiver s'installa tôt cette année-là. Dans l'appartement du 7e arrondissement, le chauffage au sol fonctionnait à merveille, mais Louis avait toujours froid. Il avait récupéré son poste au cabinet après sa mise à pied, mais quelque chose s'était brisé dans sa mécanique interne. Il gagnait toujours ses procès, mais sans panache. Il rentrait le soir dans un appartement propre, rangé par une gouvernante silencieuse nommée Maria, qui alignait les coussins au millimètre près. Il n'y avait plus de livres posés à l'envers sur la coudoir du fauteuil. Il n'y avait plus d'odeur de soupe maison. Il n'y avait plus de chaleur humaine. Juste l'odeur stérile du produit nettoyant au citron et le silence. Ce silence qu'il avait tant réclamé autrefois, quand il disait à Clémence « Tais-toi, je travaille. » Gérard Travail était devenu son seul colocataire. À Lyon, le printemps éclatait avec une violence joyeuse. Clémence avait changé. Elle avait coupé ses cheveux un peu plus courts, un carré flou qui dansait quand elle bougeait la tête. La tête en la tête, elle faisait du vélo le long du Rhône tous les matins. Ses joues avaient pris des couleurs. Elle avait fini par meubler son appartement. Pas avec des meubles de designer hors de prix, mais avec des trouvailles de brocante, des plantes vertes envahissantes et des tapis colorés. C'était un capharnaüm joyeux, vivant, qui sentait le café et la bougie parfumée à la figue. Elle avait rencontré quelqu'un, Antoine, l'architecte des quais. Ce n'était pas une passion dévorante comme avec Louis. Il n'y avait pas de grands drames, pas de scènes de jalousie, pas de cadeaux de réconciliation exorbitants. C'était un amour calme, un amour de dimanche matin. Antoine aimait sa main. Il prenait souvent sa main droite dans la sienne, passant son pouce sur la bosse du petit doigt tordu, sans jamais poser de questions, sans jamais grimacer. C'était un geste d'apaisement. Un soir de novembre, Louis était assis dans son salon, un verre de whisky à la main. Il pleuvait dehors. Paris pleurait. Il sortit son téléphone. C'était son rituel masochiste du soir. Il avait créé un faux compte Instagram, sans nom, sans photo, juste pour voir. Il tapa Clémence Ruel. Son profil était public maintenant, pour son travail d'éditrice. Il vit sa dernière photo, postée il y a 2 heures. Clémence était sur une terrasse ensoleillée à Lyon. Elle tenait une coupe de champagne. Elle riait, la tête renversée en arrière. La légende disait « Célébration du lancement. Merci à mon équipe. Et merci à la vie. À nouveau départ, à gratitude. » Louis zooma sur la photo. Il cherchait un détail, une faille. Il zooma sur son bras. Une main d'homme était posée sur son avant-bras. Une main forte, avec une montre simple en cuir brun. On ne voyait pas l'homme, juste cette main protectrice et détendue.
Louis sentit une brûlure acide dans sa poitrine. Ce n'était pas de la jalousie sexuelle, c'était pire. C'était la réalisation qu'il avait été remplacé. Non pas par un autre Louis, plus riche ou plus puissant, mais par une présence. Quelqu'un était là, avec elle, sur cette terrasse, partageant son rire, pendant que lui était seul dans son musée. « Qui est-ce » murmura-t-il à l'écran. « Est-ce qu'il sait pour ta main? Est-ce qu'il t'achète des diamants ?» Il savait la réponse. Cet homme ne lui achetait probablement pas de diamants. Il lui offrait sans doute quelque chose que Louis n'avait jamais su donner, de l'attention. Louis ferma l'application. Il posa son front contre la vitre froide de la baie vitrée. La tour Eiffel scintilla pour marquer leur pile. C'était beau, c'était vide. « J'ai tout » dit-il au vide. « J'ai tout récupéré. Alors pourquoi j'ai l'impression d'avoir les mains vides, 6 mois plus tard, mars ?» C'était l'événement littéraire de l'année, le Salon du Livre de Paris, au Grand Palais éphémère. Clémence était nerveuse, c'était son grand retour à Paris, non pas en tant qu'ex-femme d'avocat, mais en tant qu'éditrice. Elle présentait le livre qu'elle avait porté pendant 1 an et La main gauche, le premier roman de la jeune auteure Sarah L. C'était un succès critique, on parlait du flair de Clémence Ruel. Elle était dans le train avec Antoine, il lui tenait la main. « Tu as peur de le croiser ?» demanda-t-il doucement. Clémence regarda le paysage défiler. « Non, j'ai peur de ne rien ressentir, ou peur de ressentir trop. Je ne sais pas. Paris est chargé. Paris est juste une ville, Clémence. Elle ne lui appartient pas. Elle t'appartient aussi. » Ils arrivèrent au Grand Palais. L'effervescence, l'odeur des milliers de livres neufs, le brouhaha des lecteurs. Clémence fut happée par l'énergie du lieu. Elle était à son stand, rayonnante dans une combinaison de pantalon vert émeraude. Elle conseillait, elle riait, elle signait des bons de commande. Elle était dans son élément. Elle n'était plus l'ombre de personne. Soudain, une voix familière perça le bruit de la foule. « Clémence !» Elle se retourna. Isabelle, son ancienne meilleure amie parisienne, celle qui vivait pour les potins et le luxe. Isabelle n'avait pas changé. Toujours trop maquillée, chargée de sacs de shopping. « Regarde-toi !» s'exclama Isabelle. « Tu es superbe ! On dirait une vraie provinciale épanouie. » Elle pensait faire un compliment. Clémence sourit poliment. « Tu sais qui j'ai vu hier ?» chuchota Isabelle avec un air de conspiratrice. « Louis. » Clémence se raidit imperceptiblement. « Ah ! Oui, il était au vernissage de la galerie Perrotin, Clémence. Il a pris un coup de vieux. Sérieusement, il a des cheveux gris sur les tempes. Et il était seul. Il a demandé de tes nouvelles. Il a essayé d'être discret. Genre, et comment va notre amie commune ? Mais c'était pathétique. Il a l'air éteint. Tout le monde dit qu'il a perdu sa chance. » Clémence regarda une pile de livres devant elle. Elle ne ressentit pas de joie vengeresse. Juste une pointe de pitié. La pitié qu'on ressent pour un animal enfermé dans un zoo. « J'espère qu'il ira bien, dit-elle simplement. « Tu es trop gentille. Moi, je l'aurais achevé. Bon, je file. » Isabelle disparut dans la foule. Clémence respira. Le fantôme de Louis avait été invoqué, mais il ne lui faisait plus peur. Il était juste triste. Le lendemain, samedi, Louise était chez lui. Il tenait un carton d'invitation VIP pour le salon du livre. Le cabinet sponsorisait un prix juridique. Il savait qu'elle était là-bas. Il avait vu le programme. Stand H24, édition Lumière. Il hésita longtemps. « Et n'y va pas, se dit-il, tu vas te faire du mal, tu vas avoir l'air d'un stalker. » Mais ses pieds bougèrent tout seuls. Il alla vers son dressing, il s'habilla comme pour un rendez-vous galant. Costume bleu, nuit sur mesure. Chemise blanche immaculée, boutons de manchette en or. Il se parfuma avec bois d'argent. Il voulait être magnifique. Il voulait qu'elle le voie et qu'elle regrette ce qu'elle avait perdu. Il voulait voir une faille dans son bonheur, juste une petite fissure. Si elle avait l'air fatiguée ou si ses vêtements étaient sans son bon marché, alors il saurait qu'il avait gagné. Il arriva au Grand Palais. Il avança dans les allées bondées, détonnant au milieu des lecteurs en jeans et baskets. Il était rigide, en armure. Il chercha le stand H24. Il le vit au loin. Il se cacha derrière un pilier, près du stand Gallimard. Il observa. Clémence était là. Elle était assise à côté de l'auteur. Elle riait. Ce rire qu'il n'avait plus entendu depuis des années. Pas le petit rire poli des dîners mondains qu'elle lui servait à la fin, le vrai rire. Celui qui fait plisser les yeux et rejeter la tête en arrière. Celui qu'elle avait quand ils avaient 20 des tons. Elle était lumineuse, elle ne portait pas de bijoux coûteux, juste son anneau en argent, mais elle brillait plus que n'importe quel diamant. Un homme arriva près d'elle, Antoine. Il portait un pull simple, il avait l'air décontracté. Il posa 2 cafés sur la table. Il posa une main sur l'épaule de Clémence. Clémence leva la tête, lui sourit,
et posa sa joue contre sa main, une seconde. C'était un geste d'une intimité absolue, sans insécurité, sans possession, juste de l'affection pure. Louis sentit ses jambes flageoler, il s'appuya contre le pilier. Il n'y avait pas de faille, il n'y avait pas de regret, elle était complète, et cet homme, il avait l'air gentil. Louis réalisa avec horreur que c'était ça qui lui avait manqué. L'intelligence, l'argent, le charisme, il avait tout ça. Mais il n'avait jamais été gentil. Il voulut partir. Il avait vu ce qu'il ne voulait pas voir. Mais soudain, Clémence leva les yeux, comme si elle avait senti une ombre passer sur son soleil. Son regard traversa la foule, traversa les têtes des lecteurs, traversa l'espace, et le trouva. Elle le vit. Louis Delacroix, caché derrière un pilier, en costume de luxe, les yeux écarquillés. Louis retint son souffle. Le temps s'arrêta. Il attendit une réaction. De la colère, de la peur, de la haine, de l'amour résiduel, il aurait tout accepté, même une gifle, même un doigt d'honneur, parce que la haine c'est encore un lien. Mais Clémence ne fit rien de tout cela. Elle ne sursauta pas. Elle ne se cacha pas derrière Antoine. Elle le regarda droit dans les yeux, pendant 3 longues secondes. C'était le regard qu'on pose sur un étranger familier. Comme quand on croise quelqu'un dans le métro, et qu'on croit le reconnaître, mais qu'on réalise qu'on s'est trompé. C'était un regard vide, sans émotion, sans passé. Elle le regarda, constata sa présence et décida que cela n'avait aucune importance. Puis, elle détourna les yeux, lentement. Elle se tourna vers Antoine, lui dit quelque chose et se remit à rire. Elle l'avait oublié à la seconde même où elle avait cessé de le regarder. C'était le coup de grâce. Être haï, c'est exister. Être oublié, c'est mourir. Louis venait de mourir dans les yeux de Clémence. Il se retourna, le souffle court. Il bouscula quelqu'un. « Pardon, murmura-t-il. » Il fuyait vers la sortie, vers l'air libre, loin de cette lumière qui le brûlait. Il sortit sur l'esplanade, aveuglé par le soleil. Il suffoquait dans sa cravate. Il s'assit sur un banc, à bout de force. À côté de lui, quelqu'un avait oublié un livre. C'était le livre. La main gauche. Le destin est un scénariste cruel. Louis, les mains tremblantes, prit le livre. La couverture montrait une illustration stylisée d'une main ouverte, libérant un oiseau. Il l'ouvrit. Il chercha fébrilement la fin. Les remerciements. Il espérait, secrètement, maladivement, y trouver son nom, même en mal. À celui qui m'a brisé, à mon passé douloureux, n'importe quoi qui prouverait qu'il avait compté, qu'il avait laissé une trace indélébile. Il lut la liste. Merci à mes parents, pour le refuge. Merci à Antoine pour la lumière et la patience. Merci à Sarah pour la confiance. Il relut la liste 3 fois. Son nom n'y était pas. Pas une trace, pas une virgule, pas une allusion. Il avait été effacé, gommé de l'histoire de sa réussite. Pour Clémence, il n'était même pas une note de bas de page. Il était le vide entre les lignes. Il referma le livre, il le posa doucement sur le banc. Il regarda la tour Eiffel au loin. Et là, seul au milieu de Paris, Louis Delacroix pleura. Pas des larmes de colère, des larmes de deuil, le deuil de l'homme qu'il aurait pu être s'il avait su aimer la femme qui l'attendait à la maison. Un enfant passa avec un ballon rouge. Il s'arrêta en voyant l'homme en costume pleurer. « Monsieur, vous avez mal ?» Louis leva les yeux, essuyant son visage avec sa main manucurée. « Non, bonhomme, j'ai juste perdu quelque chose. C'était précieux, c'était unique, et je l'ai cassé. » L'enfant hocha la tête, compatissant, et repartit courir. Louis se leva. Il laissa le livre sur le banc. Il n'avait pas le droit de le lire. Ce n'était pas son histoire. C'était l'histoire d'une survivante. Et lui, il était le naufrage. Le soir même, dans le TGV retour vers Lyon. Le train filait à 300 km à l'heure à travers la nuit française. Clémence était assise près de la fenêtre, sa tête posée sur l'épaule d'Antoine. Elle était fatiguée, mais d'une bonne fatigue, celle du travail accompli. « Je l'ai vu, dit-elle soudain, sa voix basse, couverte par le ronronnement du train. Antoine ne se tendit pas. Il continua de caresser ses cheveux. « Qui ?» ?»« Louis, au salon. Il était caché derrière un pilier. »« Et ça t'a fait quoi ?» Clémence réfléchit. Elle regarda son reflet dans la vitre noire. Elle chercha une trace de douleur. Il n'y en avait pas. Rien. C'est ça qui est bizarre. J'ai eu peur pendant des mois de le revoir. Je pensais que je tremblerais. Mais c'était comme voir un film qu'on a trop vu. On connaît la fin et on n'a plus envie de regarder. J'ai vu un homme triste en costume cher et j'ai juste eu envie de continuer à vivre. Antoine prit sa main droite. Il entrelaqua ses doigts avec les siens. La bague en argent toucha sa peau. C'est parce que tu es guérie, Clémence. La plaie est fermée. Oui, elle est fermée. Le train entra dans un long tunnel, noir complet. Puis, il en ressortit.
Les lumières de Lyon apparurent au loin, scintillantes, chaleureuses, comme une promesse tenue. Clémence ferma les yeux et sourit. On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs, mais en amour, il n'y a pas de vainqueurs. Il y a juste ceux qui restent prisonniers du passé et ceux qui osent écrire le chapitre suivant. Clémence avait tourné la page, et l'encre était encore fraîche.